Ok, alors a priori, on m'entend correctement, je vais pouvoir me placer. Bonsoir à toutes et à tous. Je suis Nabil Zenassini, je travaille à l'Agence parisienne du climat en tant que conseiller sur les questions de rénovation énergétique et de maîtrise de l'énergie. Et je suis également référent sur les sujets de précarité énergétique. C'est moi qui aurai la charge d'animer cet événement, ce Café Climat qui est organisé ce soir. Pour commencer, je vais passer la parole à Karine Bidard, qui est directrice générale de l'Agence parisienne du climat. Merci beaucoup Nabil. Mesdames et messieurs, Madame la maire, je vous remercie vivement de vous être mobilisés aujourd'hui. Donc, l'Agence parisienne du climat est très heureuse de pouvoir organiser cette séquence. Et en tout premier lieu, je voudrais remercier l'Académie du climat qui nous accueille aujourd'hui. Et puis remercier donc les représentants qui sont présents aujourd'hui, donc du Secours catholique, de la Fondation Abbé Pierre, de Croix-Rouge Insertion Logicité, du Conseil départemental du Val-de-Marne, et Madame la maire adjointe en charge des solidarités, de la lutte contre les inégalités et contre la lutte contre l'exclusion. C'est une séquence importante que nous souhaitions organiser aujourd'hui dans le cadre de cette journée de lutte contre la précarité énergétique. Ce Café Climat a pour vocation de montrer combien il est important d'agir collectivement contre cette problématique de la précarité énergétique. L'Agence parisienne du climat, c'est l'agence de la transition écologique à Paris. Elle a tout juste 10 ans cette année et nous avons donc 5 membres fondateurs qui sont la ville de Paris, la métropole du Grand Paris, EDF, la CPCU et Météo France. Cette agence, elle est là pour contribuer à la mise en œuvre opérationnelle du plan climat de la ville de Paris. Et c'est un guichet unique pour notamment les copropriétés parisiennes. Elle intervient comme un facilitateur de projets entre les parties prenantes du territoire. Et elles sont nombreuses. C'est une agence qui intervient aussi pour inciter au changement de comportement et accompagner les Parisiennes et les Parisiens pour montrer que la transition écologique, c'est possible et c'est possible de la mettre en œuvre au quotidien. Et puis nous aidons également à conseiller les politiques publiques et à aider au décryptage justement de ce qui se passe sur ce territoire à Paris. Nous intervenons sur de nombreux sujets du plan climat de la ville de Paris, pas seulement sur les questions de rénovation énergétique, mais aussi sur la question de la sortie du plastique à usage unique, la gestion des déchets, les mobilités douces, les problématiques de pollution, etc., ou de la végétalisation. Nous avons également un gros cœur d'expertise sur l'accompagnement à la rénovation énergétique des bâtiments. C'est un enjeu immense puisque dans le plan climat, cette ambition forte a été affichée de rénover l'ensemble du bâti d'ici 2050. On pourrait croire qu'on a le temps, en fait, pas du tout. Il faut vraiment accompagner cette rénovation. Et à Paris, le logement, pour vous donner un exemple, c'est 80% de copropriété, 20% de parc social. Et il y a un enjeu fort, en fait, à accompagner justement les différents acteurs sur cette transition et la rénovation globale des bâtiments. Le bâtiment, c'est 80% des consommations d'énergie et la moitié des émissions de gaz à effet de serre. Donc il y a vraiment, c'est indispensable si on veut agir pour atténuer l'impact de l'activité humaine, d'agir à cet endroit-là. On a mis en place des outils qui permettent non seulement de documenter cette rénovation qui est effectuée, mais également d'inciter et d'informer les Parisiennes et les Parisiens. Des outils comme NRSIG, un outil de cartographie ou Coach CoPro. L'agence est en contact avec 10% des copropriétés parisiennes et en fait cet accompagnement de la rénovation énergétique, il couvre des réalités individuelles qui sont très disparates. C'est-à-dire qu'on a affaire à des gens qui sont propriétaires et on a aussi affaire à des gens qui sont locataires et qui parfois se trouvent dans des situations de grand inconfort thermique, voire des situations parfois beaucoup plus difficiles. Il y a par exemple certaines populations qui sont particulièrement soumises aux épisodes de canicule. On estime à l'échelle de la métropole du Grand Paris qu'il y a environ 73% des populations qui sont touchées par ces épisodes de canicule et notamment par justement ces problématiques d'îlots de chaleur urbains. Donc il y a un enjeu important à adresser ce sujet, d'autant que les populations les plus vulnérables sont souvent, à ces îlots de chaleur urbains par exemple, sont souvent les plus précaires. Et en matière de précarité énergétique, donc c'est une problématique qui est connue, qui concerne à peu près 77 000 foyers parisiens. Il y a à peu près 85% de ces foyers qui se situent dans le parc privé. Donc c'est vraiment important de le souligner, parce que je pense qu'il y a un travail important qui est effectué par les
les bailleurs sociaux, même si on verra certaines situations d'inconfort thermique subsistent. Et il y a un enjeu vraiment important d'arriver justement à repérer ces situations de précarité énergétique, qu'ils soient dans le parc privé ou dans le parc social, et d'engager la prise de contact et d'arriver à accompagner ces familles pour améliorer leur situation. Et il faut enfin définir des parcours qui permettent vraiment un traitement pérenne de ces situations de mal logement. Dans le privé, on constate que les dispositifs sociaux ont du mal à entrer. Donc en fait, c'est vraiment important aussi d'arriver à se mobiliser pour accompagner ces situations. Et dans le parc privé, il faut aussi intégrer des syndics qui sont un acteur important. Et donc l'Agence parisienne du climat, elle agit beaucoup à cet endroit-là. Et dans le parc social, comme je l'ai dit, le fait que les loyers et les charges sont plutôt inférieurs évidemment à ceux du parc privé, il y a un peu moins de situations donc de précarité énergétique. Néanmoins, il y a encore des situations de grand inconfort qu'il faut vraiment adresser. Donc avoir une action qui va adresser ces deux sujets-là. On va parler ce soir du constat et puis on va aussi parler de solutions. Nous allons notamment mettre en avant un dispositif qui est le SLIM, Service local d'information sur la maîtrise de l'énergie, qui est mis en œuvre notamment au niveau du conseil départemental du Val-de-Marne. Ce sera très intéressant pour nous justement d'entendre comment ce dispositif qui est porté par Leclerc est mis en œuvre localement. C'est une opportunité justement pour avoir une méthode reconnue et également une opportunité de financement pour avoir un plan d'action ambitieux. Voilà, donc je ne serai pas plus longue. Je vous remercie beaucoup de votre participation autour de cet enjeu extrêmement important de la précarité énergétique. Merci Karine Bidard. Alors, du coup, concernant ce sujet, je pense que l'intervention de Karine a permis de mieux saisir ce qui a amené l'Agence parisienne du climat à s'intéresser à la question de la précarité énergétique. Dans le cadre du conseil que l'on peut apporter sur les questions de maîtrise de l'énergie, de rénovation, on est confronté à des personnes qui sont amenées généralement par deux portes d'entrée. Pour certaines personnes, c'est la question de la charge que ça peut représenter sur le budget. Pour d'autres, ça va être des questions de confort qui les amènent à se questionner sur la meilleure façon de résoudre le problème. Dans les pays publics que l'on reçoit, on en a d'autres qui sont donc beaucoup plus en difficulté parce que ces questions-là vont être vécues d'une manière beaucoup plus prononcée. Ce sont notamment les personnes qui sont en situation de précarité énergétique. Cet événement, c'est ce qui nous a amené à nous intéresser à cette question, et cet événement, nous l'organisons dans le cadre de la journée contre la précarité énergétique, qui a été lancée à l'initiative de plusieurs organisations assez hétérogènes, pour certaines des ONG, des associations, pour d'autres même des organismes qui pouvaient émaner de l'État, comme le plan bâtiment durable. La Fondation Abbé Pierre et le Secours catholique en font partie. Et donc, pour faire un premier tour de cette question, on va donc avoir un programme en plusieurs parties. Une première qui va être dédiée en tant que telle à l'enjeu de la précarité énergétique, mieux comprendre de quoi il s'agit et comment est-ce que cette question va se déployer. Ensuite, on en viendra à plusieurs éléments, après un temps d'échange, à plusieurs éléments qui vont concerner les solutions pour lutter contre ce phénomène, avant de pouvoir conclure. Ce programme, on va donc l'avoir avec plusieurs intervenants et intervenantes qui sont venus pour en parler, des experts et experts du phénomène, des acteurs et actrices du territoire. Alors d'abord, on va avoir Hélène Denise et François Boulot. Hélène Denise est chargée de plaidoyer de mobilisation à la Fondation Abbé Pierre. François Boulot est chargé de mission précarité énergétique au Secours catholique, qui vont pouvoir intervenir sur les enjeux de la précarité énergétique. Nous aurons ensuite un second temps d'échange où nous parlerons des solutions pour lutter contre ce phénomène. Je pense ici à Quentin Hofer qui va nous parler du programme SLIM, c'est-à-dire le service local d'intervention pour la maîtrise de l'énergie, et Caroline Ferrero qui nous parlera des visites à domicile et de la réalisation de diagnostics socio-techniques. François Boulot et Hélène Denise reprendront la parole pour parler de quelques éléments supplémentaires au-delà du SLIM pour lutter contre ce phénomène. Il y en a de nombreux et on pourra les évoquer. Et enfin, nous aurons le plaisir d'avoir une conclusion par Léa Filoche, qui est adjointe à la ville de Paris, pour nous apporter également sa vision du sujet de la précarité énergétique, la façon dont la ville de Paris l'adresse. Pour commencer, François Boulot, est-ce que vous pourriez déjà commencer par nous expliquer plus précisément qu'est-ce que la précarité énergétique? Je le précise tout de suite pour les intervenants, si vous souhaitez retirer le masque le temps de votre intervention pour pouvoir parler avec un peu plus de confort, vous le pouvez évidemment. Merci, oui.
Merci pour la possibilité d'enlever le masque. Bon, ça va être plus facile pour moi et peut-être aussi pour vous pour mieux me comprendre. Donc bonsoir. Donc, on va intervenir à deux avec Hélène sur les enjeux de la précarité énergétique. Donc premier point, quelle est la définition de la précarité énergétique? Alors, il y a une définition officielle, hein, c'est celle de la loi de 2000, la loi Grenelle 2, et je la lis. C'est la difficulté qu'éprouve une famille dans son logement à disposer de la fourniture d'énergie nécessaire à la satisfaction de ses besoins élémentaires en raison de l'inadaptation de ses ressources ou de ses conditions d'habitat. Donc on voit que c'est une définition qui est assez large, mais on voit bien qu'il y a deux causes à la précarité énergétique. Hein, le fait de devoir payer beaucoup pour ses factures d'énergie. Et dans certains cas, il y a des familles qui renoncent effectivement à payer ces factures et donc se privent. Et à ce moment-là, on tombe effectivement dans des situations de vie qui sont très difficiles en raison du froid. Je voudrais donner deux exemples pour bien illustrer ce que c'est que la précarité énergétique. Alors, un premier exemple, est tiré d'une brochure de l'ONPE, l'Observatoire national de la précarité énergétique. Vous trouvez ça sur le site de l'ONPE. Et cette brochure donne un certain nombre de portraits de personnes en précarité énergétique. Alors je lis le témoignage d'une dame, c'est une femme seule, un locataire du parc privé, un appartement chauffé d'électricité et elle est sans emploi. Et je cite ce qu'elle a dit. Même quand le chauffage est en marche, on sent la fraîcheur qui vient des murs et des fenêtres. Les fenêtres double vitrage ne sont pas étanches, on sent l'air qui passe. Il y a aussi les radiateurs, ils sont juste en dessous des fenêtres. Chaud qui sort et refroidit immédiatement. Celui du salon, j'ai peur qu'il crame, il craque, il fait des étincelles des fois. Dans la salle de bain, c'est une vieille fenêtre toute pourrie, elle n'a pas de double vitrage et il y a des trous partout, ça caille. Quand je sors de la douche, il y a de la condensation partout, vu qu'il n'y a pas d'évacuation. C'est une pièce qui n'est pas chauffée, il y a juste une espèce de résistance qu'on peut mettre quand on va se doucher, mais qui fait flipper. Voilà, ça c'est un cas assez classique, un cas extrême. On l'a rencontré au Secours catholique. C'était une bénévole était venue donc, et au bout de quelques temps, c'est les autres bénévoles qui étaient avec elle se posent une question et elle lui pose. On lui demande, mais est-ce que vous avez l'électricité chez vous? Et elle répond non. Et alors, ils ont cherché à leur expliquer que elle avait divorcé il y a 2 ans, elle avait revendu le pavillon qu'elle avait avec son ex-mari, elle avait eu 30 000 €, avec les 30 000 €, elle avait acheté un pavillon. Bien sûr, le pavillon n'était pas dans un bon état. Il y avait l'eau et l'électricité à refaire. Elle avait réussi à refaire faire l'eau avec des amis qui l'avaient aidé. Mais l'électricité, elle n'avait pas les moyens de refaire l'électricité. Et donc, bien entendu, on ne pouvait pas lui brancher l'électricité. Et ça faisait 2 ans qu'elle vivait sans électricité dans son pavillon. Elle avait 2 enfants qui, heureusement, étaient en internat dans un lycée et qui revenaient le week-end, donc dans une maison qui n'était pas éclairée et pas chauffée. Voilà. Voilà 2 exemples de ce que c'est que la précarité énergétique. Un exemple classique et un autre qui est effectivement extrême. Alors, il y a 2 indicateurs qui sont utilisés par l'Observatoire de la précarité énergétique pour qualifier la précarité énergétique. D'abord, le taux d'effort énergétique, c'est le rapport entre les dépenses qu'une famille a pour financer son chauffage rapporté à ses revenus. Quand ce taux dépasse 8%, l'ONPE a décidé qu'on entrait en précarité énergétique. Bien, en France, avec cet indicateur, il y a 3,5 millions de ménages qui sont en précarité énergétique, c'est-à-dire près de 12%. En gros, ça veut dire qu'il y a voilà, 12% des familles qui sont en précarité énergétique. Alors le deuxième indicateur, parce qu'il y a des gens effectivement qui ne dépensent pas beaucoup parce qu'ils se privent, donc le deuxième indicateur, c'est celui du froid ressenti. Donc c'est l'indicateur de l'énergie qui interroge les familles chaque année sur le froid. Est-ce qu'elles ont ressenti du froid?
pendant l'année passée. Et il y a 14% de la population qui déclare avoir eu froid. Alors, c'est pas facile de faire le cumul entre les gens qui se privent et les gens qui ont froid, mais bon, avec l'enquête logement, ça a été fait en 2013, et l'ONPE a donc déterminé qu'il y avait 11,5 millions de personnes, avant je parlais de ménages, là je parle de personnes, qui sont en précarité énergétique. Donc ça fait un peu moins que les 2 premiers déciles des revenus. Alors dans les causes de cette précarité énergétique, il y a d'abord bien entendu les revenus des ménages. Alors je rappelle effectivement que 15% des ménages en France sont sous le seuil de pauvreté, et je rappelle le niveau du seuil de pauvreté, c'est 1 063 € par mois et par unité de consommation, et qu'il y a aussi 3% qui sont sous le seuil de grande pauvreté, hein, et ce seuil, alors j'ai mis 700, et c'est une erreur de frappe, c'est 700, mais 700 € par mois et par unité de consommation. Et maintenant, ce qu'on voit dans les accueils du Secours catholique, le Secours catholique voit 1,5 million de personnes chaque année. Il y en a 93% qui sont sous le seuil de pauvreté, ça c'est pas étonnant. Mais il y en a 2 tiers, donc 1 million, qui sont sous le seuil de grande pauvreté, celui à 700 € par mois. 1 million, c'est en gros la moitié du nombre de personnes en grande pauvreté en France. Il y en a un peu plus de 2 millions et il y en a 1 million qui va dans la somme. Donc ça veut dire que toutes les personnes qui viennent dans les accueils du Secours catholique sont en précarité et en précarité énergétique. Alors la deuxième cause, c'est des dépenses de chauffage élevées par rapport aux revenus. Alors le coût de l'énergie, vous savez, a beaucoup augmenté ces dernières années, hein, et encore plus là depuis quelques mois. Une valeur qu'il faut avoir en tête, c'est que la facture moyenne de chauffage en France était de 1 600 € en 2019. Alors si on compare effectivement les 600 € par mois que ces gens-là ont du mal à se chauffer. Conséquences du phénomène. Alors, je parle aussi dans les causes, il y a l'état du logement, je me presse, mais l'état du logement, vous savez qu'il est caractérisé par le diagnostic de performance énergétique et que ce DPE le résultat du DPE, c'est une lettre ABCD et ça va jusqu'à G. Et F et G sont les passoires thermiques. Alors une lettre, ça ne veut pas dire grand-chose, mais si on compare par exemple un logement en catégorie F à un logement en catégorie B, donc j'ai pas pris le meilleur et j'ai pas pris le pire, mais il y a un rapport 5 dans les consommations de ces 2 logements. 5. Donc on voit les factures, c'est de 1 à 5. Et il y a 4,5 millions de passoires thermiques en France. Près de 2 millions sont des appartements et près de 3 millions sont des maisons individuelles. Voilà. Et dans cela, j'ai donné aussi sur la slide la répartition entre privé et puis propriétaires, entre locataires du parc privé et propriétaires occupants. Alors, conséquences, j'y arrive. La première conséquence, et après je passe la parole à Hélène, la première conséquence, ce sont les impayés. Et il y a effectivement un certain nombre de gens, pas de familles, qui n'arrivent pas à payer les factures d'un montant dont on a vu tout à l'heure. Bon, le Secours catholique voit dans ses accueils beaucoup de familles qui viennent avec des impayés d'énergie. Donc, on verra quelles sont les aides que ces familles peuvent avoir de la part des pouvoirs publics. Mais le Secours catholique donne beaucoup d'aides pour les aider à payer ces factures. Et ce qu'il faut avoir en tête, c'est que dans les 15 dernières années, hein, le montant du budget que le Secours catholique a pour payer ses factures a doublé, alors que globalement, le budget du Secours catholique, il est à peu près constant. Voilà, mais écoutez, et bien sûr, ça se traduit dans un certain nombre de cas par des coupures, et j'ai rappelé le nombre de coupures qu'il y a en France chaque année. Voilà, j'ai peut-être été trop long. Je donne la parole à Hélène. Merci beaucoup François.
Donc Hélène Denise, je suis chargée de plaidoyer sur la précarité énergétique à la Fondation. Et j'ai eu aussi l'honneur de coordonner cette journée contre la précarité énergétique. C'était une première. Et donc je remercie beaucoup nos partenaires comme le Secours catholique qui se sont mobilisés et également tous les autres partenaires comme l'Agence parisienne pour le climat qui organise ces événements. Alors François l'a dit, la précarité énergétique, ça touche 12 millions de personnes en France. L'indicateur même du froid, en fait, a changé récemment. C'était 14%. Le médiateur de l'énergie a montré récemment que c'était plus de 20% maintenant des ménages qui déclarent avoir froid chez eux. On parle de personnes qui ont froid. On est en 2021. 20% des Français disent qu'ils ont froid. Enfin, je pense que c'est quand même quelque chose sur lequel il faut s'arrêter. Avec, évidemment, comme François l'a dit, c'est des factures qui sont très très chères quand on habite dans une passoire thermique et quand on est pauvre. Alors 4,8 millions des passoires thermiques, sur les 4,8 millions, 2 millions sont occupés par des ménages modestes, c'est-à-dire des personnes qui sont aux minima sociaux, au SMIC, et qui donc peuvent avoir beaucoup de mal à payer leurs factures. C'est 1 600 € en moyenne par an de factures, mais quand on est dans une passoire, ça peut monter à 3 000, 4 000. Alors là, ça devient très compliqué. Et en effet, ce qu'on voit, c'est que ils coupent le chauffage, parce qu'en fait, quand on doit choisir entre manger et se chauffer, payer la cantine ou se chauffer, c'est vite fait quand même. Donc on coupe le chauffage. Et là, il y a des impacts qui deviennent assez dramatiques. Alors, François l'a dit, il y a la coupure d'électricité. Bon, alors ça, c'est quand on décide de continuer à se chauffer parce que on a des enfants, parce que c'est pas possible en fait de pas se chauffer quand on est dans une passoire. Faut comprendre que quand il fait froid dehors et qu'on est dans une passoire, on arrive avec des températures qui peuvent aller jusqu'à 12 degrés à la maison. C'est dramatique avec des impacts importants. Et donc, quand on décide quand même de se chauffer et qu'on peut pas payer, on peut se faire couper l'électricité. Et donc nous, on voit des ménages qui se retrouvent dans le noir du jour au lendemain. Plus de frigo, donc on perd les denrées alimentaires, les enfants ne peuvent plus faire les devoirs. On peut même pas recharger les appareils de communication pour ne serait-ce que contacter les services sociaux ou pour appeler EDF pour régulariser sa dette. Donc on descend chez l'épicier et on demande si on peut brancher le téléphone. Et là, c'est aussi une question de dignité en fait. C'est une vraie punition sociale. Et donc, pour la privation, pour ceux qui décident de simplement arrêter de se chauffer, il y a des vrais impacts sur la santé qui sont de l'ordre des problèmes de santé publique. Parce que le froid, on a fait une étude avec la Fondation Abbé Pierre qui montre que les personnes qui sont en précarité énergétique sont beaucoup plus à même de se déclarer en mauvaise santé et de déclarer des maladies, des pathologies respiratoires, beaucoup d'asthme, ostéo-articulaires qui peuvent durer dans le temps, même quand on réussit à résoudre la situation, des problèmes neurologiques. Des grippes, etc. Évidemment, on est malade tout le temps, les enfants sont malades tout le temps, et puis des problèmes psychologiques, évidemment, parce que dépression, c'est dur, quoi. Et puis, évidemment, dépression, vous imaginez, il fait 12 degrés chez soi, c'est même pas qu'une question de santé physique, c'est aussi de l'exclusion. On va pas fêter l'anniversaire du petit le dimanche s'il fait 12 degrés, donc on n'invite personne en fait. Et donc là, on s'exclut aussi petit à petit, et ça devient assez grave. Sur les problématiques de santé physique, il y a même des chiffres socio-économiques qui ont été produits. Si on rénovait toutes les passoires en location, ce serait une économie de 800 millions d'euros par an sur notre système de soins. Donc là, on se rend bien compte qu'il y a quand même un coût, même pour la société, qui est très important. Et le ministère de la Transition écologique, à l'occasion de la loi Climat et Résilience, a chiffré également que si on rénovait toutes les passoires en location, on sauverait 10 000 vies. On est vraiment sur des questions de santé publique, de dignité et de vie ou de mort presque. Donc ça nous paraît vraiment très important d'en parler et d'insister sur ce point. Et puis, au-delà des impacts de la santé, évidemment, des impacts sur l'environnement également. C'est pour ça aussi que beaucoup d'acteurs du climat
sont investis sur cette question. Aujourd'hui, avec la Fondation Abbé Pierre, on faisait des mobilisations avec Greenpeace à Aubervilliers, avec des citoyens, parce que le bâtiment, aujourd'hui, c'est 45% de la consommation d'énergie finale en France, c'est 25% des émissions de gaz à effet de serre, 4,8 millions de passoires, donc ce sont des logements qui sont classés en F ou en G sur l'échelle du TPE, vous savez, le truc avec toutes les couleurs, A, B, C, D, E, F, G, et ben, c'est les 2 lettres les pires, c'est des passoires thermiques. Ça représente 17% des résidences principales et la moitié de ces passoires énergétiques donc, sont habitées par des ménages modestes. Un autre chiffre, 1,7 million de ces passoires sont dans le parc locatif privé, donc beaucoup des personnes qui sont concernées sont locataires, donc sont aussi prisonnières de leur logement et sont dépendantes de leur bailleur pour s'en sortir. Donc impact environnemental, sachant que la France est censée atteindre la neutralité carbone en 2050 selon nos objectifs. Si on veut y arriver, vu l'impact du bâtiment sur l'environnement, il y a vraiment urgence à rénover. Il faut absolument que les logements soient parfaitement rénovés d'ici 2050. Mais il y a un vrai enjeu parce que, évidemment, les ménages modestes n'ont pas les moyens de rénover. Donc, il faut vraiment les accompagner. On a vu avec la crise des Gilets jaunes, d'ailleurs, qu'il y a vraiment un enjeu à accompagner les plus fragiles dans la transition écologique et à trouver des solutions qui soient alternatives et qui soient justes, surtout dans cette période, comme François l'a rappelé, de hausse des prix d'énergie. Je rappelle, entre 50 et 70% d'augmentation des prix du gaz selon la méthode de calcul, qui se répercute directement sur la facture des plus fragiles, enfin de tout le monde, en fait, de vous-même. 20% d'augmentation des carburants et l'électricité suit évidemment le cours aussi des prix du gaz, donc ça va se répercuter également sur l'électricité. Voilà un petit peu pour les conséquences et on reviendra après sur les moyens de lutte. Merci François, merci Hélène. Donc, question de transition énergétique, question sociale, question de dignité, de santé. On a donc beaucoup d'enjeux qui viennent quand on parle de transition, de lutte contre la précarité énergétique et qui viennent traiter de ces différentes thématiques. Peut-être y a-t-il déjà quelques questions dans la salle? Si c'est le cas, on peut prendre un temps pour déjà y répondre. En attendant, peut-être pouvez-vous dire un mot du sens que vous donniez dans le lancement de cette journée contre la précarité énergétique. Il nous semble que c'est une première. Comment est-ce que ça s'est fait? Quel en est le but? Comment est-ce que ça s'est fait? Oui, avec plaisir. C'est une initiative qui est née il y a 1 an de discussion entre nous avec nos partenaires associatifs de lutte contre la pauvreté, comme avec le Secours catholique, de lutte contre la précarité énergétique, comme le Clair par exemple, et puis aussi de lutte contre le dérèglement climatique, Greenpeace, le réseau Action Climat. Et on se disait que en fait c'est un sujet qui est dans l'espace public depuis environ une quinzaine d'années, finalement depuis le premier Grenelle, où ça a été défini pour la première fois, mais ça a mis quand même du temps à rentrer dans l'espace public. Avant, c'était pas un problème qu'on considérait comme un problème public, tout simplement. Et la lutte contre la précarité énergétique, c'est un thème assez consensuel, finalement, tout le monde est d'accord. Personne n'est contre la lutte contre la précarité énergétique. C'est assez latent, beaucoup de personnes, sur 12 millions de précaires énergétiques, je suis pas sûre que la moitié s'identifie comme étant précaire énergétique. Et ça, c'est un vrai enjeu, en fait, de sensibiliser au maximum à qu'est-ce que c'est. Et donc, c'est pour ça qu'on voulait créer cette journée thématique contre la précarité énergétique, comme il en existe plein, les journées contre les violences faites aux femmes, par exemple, ou les journées contre le sida, etc. Donc, un rendez-vous qui serait régulier. Et on pourrait aussi mettre en valeur toutes les solutions qui existent pour lutter contre la précarité énergétique. Le but, c'est pas que de s'indigner, c'est aussi de montrer qu'en fait, les solutions, elles sont là, on les a, il y a plein d'acteurs compétents partout sur le territoire, mais qu'il faut le massifier. Et donc, on est content parce qu'au-delà des 20 partenaires, il y a eu aussi une mobilisation partout en France, avec plus de 130 événements, dont celui-ci ce soir, à l'agenda de la journée, partout, même dans les Outre-mer. Et ça, c'était aussi important parce qu'il faut rappeler que, enfin, vous l'avez dit en introduction, c'est pas que le froid chez soi, la précarité énergétique, c'est aussi le trop chaud. C'est les victimes de la canicule, c'est la possibilité de ne pas pouvoir se refroidir. Merci. Alors, nous avons peut-être quelques réactions dans la salle ou parmi les intervenantes qui souhaiteraient apporter aussi un élément par rapport aux différents enjeux de la précarité énergétique. Alors, monsieur, je vais vous donner le micro. Je vais vous demander juste de bien parler dans le micro pour que aussi les personnes qui suivent cet événement en ligne puissent nous écouter.
Oui, c'est question de chauffage au gaz et chauffage électrique. Est-ce que vous avez la répartition des familles en précarité énergétique parmi celles qui sont chauffées au gaz et celles qui sont chauffées à l'électricité? Parce qu'on a constaté que beaucoup de logements ont été... on a coupé le gaz et mis de l'électricité, y compris pour la cuisine, pour le four. Et c'est malsain, enfin c'est pas bon parce que ça augmente les risques de précarité énergétique parce que le kilowattheure électrique est plus cher que le kilowattheure gaz. Merci, monsieur. Alors, est-ce que l'un de vous, Hélène ou François, souhaitait répondre à cette question? Moi, j'ai pas les chiffres en tête. Je peux en parler un petit peu, mais... Non, j'ai pas les chiffres, j'ai pas les chiffres en tête non plus. Allô? Oui. J'ai pas les chiffres en tête non plus. Hein. Alors effectivement, l'électricité, ça coûte plus cher que le gaz. Hein, ça, c'est certain. La facture est plus élevée. Par contre, effectivement, enfin, au niveau des DPE, le fait que ce soit l'électricité ou le gaz, c'est pas, dans un cas c'est une énergie primaire, dans l'autre cas ça ne l'est pas. Donc les logements aussi sont caractérisés différemment suivant que le chauffage est du gaz ou de l'électricité. Donc tout ça est effectivement compliqué, mais j'ai pas les chiffres sur le chauffage. Bon, ce qu'il faut quand même savoir en France, c'est que en gros, il y a tout le monde a l'électricité, qu'il y a un tiers des gens qui ont le gaz. Merci. Peut-être y a-t-il une autre interrogation, une autre remarque que vous souhaitez partager? Quentin? C'est juste pour apporter un complément là-dessus, sur les questions d'électricité et de gaz. Il y a un autre phénomène qu'on observe qui est souvent, notamment chez les personnes très très précaires, le recours au chauffage d'appoint. C'est-à-dire que c'est des gens qui vont être chauffés au gaz ou au fioul ou quoi que ce soit et qui vont faire le choix consciemment de couper leur chauffage et de prendre un petit radiateur électrique pour chauffer exclusivement l'endroit où ils veulent être chauffés parce que d'une certaine manière, ils reprennent le contrôle sur leur facture. Alors effectivement, ça coûte plus cher au kilowattheure, mais du coup, on observe ça assez souvent pour avoir justement ce contrôle sur, entre guillemets, sa facture. Alors ça peut être de l'électricité ou c'est souvent des poêles à pétrole, et là, bon, ça pose d'autres problèmes sanitaires. Voilà. Oui, pour compléter, c'est vrai qu'on voit beaucoup ça, et ça pose des problèmes de sécurité énormément parce qu'il y a problème d'incendie, d'intoxication au monoxyde de carbone. Donc c'est un vrai problème. Merci. Alors, monsieur. Excusez-moi pour le retard, mais il me semble que vous avez parlé d'électricité, j'ai pas bien écouté, mais vous m'avez fait penser à, je crois que c'est la ministre Pompili là, qui dit que comme ils pensent qu'ils peuvent pas arrêter le nucléaire rapidement, ben ils parlent de chauffage électrique, alors que vraiment c'est pas rationnel de faire du chauffage avec de l'électricité, c'est du gaspillage, enfin c'est bien connu. Alors là, je suis obligé de reprendre ma vieille casquette. Je pense que si on se projette dans 30 ou 40 ans, quand on aura supprimé les énergies fossiles, il restera que des énergies qui se termineront par de l'électricité. Que ce soit le renouvelable ou le nucléaire, c'est de l'électricité. Donc à terme, tous les chauffages seront des chauffages électriques. Est-ce qu'il restera des gens qui chauffent au bois? Peut-être, mais sûrement pas beaucoup. Donc à terme, tous les chauffages seront électriques, comme toutes les voitures seront électriques. Très bien. Merci François, merci pour vos quelques réactions. Madame, vous en avez une également. C'était pas une réaction, c'était une question. Est-ce que vous avez donné le panorama français? Est-ce que dans le cadre du périmètre parisien ou francilien, est-ce que les constats sont les mêmes ou est-ce qu'ils ont une légère différence sur votre périmètre? Alors le constat francilien, je pense que vous connaissez mieux les chiffres que moi par rapport au nombre de précaires énergétiques en Île-de-France et à Paris. La particularité à Paris, c'est que, comme vous l'avez dit, c'est beaucoup de copropriétés, beaucoup de locataires, avec des logements qui sont très difficiles à rénover
On y reviendra tout à l'heure, mais le point faible de la rénovation aujourd'hui, qui est le seul moyen pour lutter vraiment efficacement contre la précarité énergétique et pour lutter contre le dérèglement climatique, c'est la rénovation. Aujourd'hui, rénover en copropriété, c'est très long, c'est très difficile, il faut convaincre tout le monde. Les bailleurs n'ont pas forcément d'avantage à le faire. Et donc, je pense que la particularité aussi de la précarité énergétique à Paris, c'est que c'est difficile de faire bouger les choses et de réussir à massifier autant qu'on le souhaiterait. Pardon. Oui, je confirme, effectivement, c'est la difficulté principale. Aujourd'hui, on compte les rénovations énergétiques par centaines dans les copropriétés, il faudrait les compter par milliers. Donc il y a un enjeu immense à massifier et à multiplier par 5, par 10 pour arriver à tout rénover d'ici 2050 et puis justement adresser ces questions de précarité énergétique qui sont vraiment dramatiques dans certains cas de figure. Donc oui, les chiffres sont assez parlants. Il y a 43 000 copropriétés à Paris, donc on voit bien un peu l'ampleur de la tâche. Alors, je crois que François souhaitait réagir et je pourrais peut-être passer la parole également ensuite à Madame Filoche et Madame Ferrero. Oui, sur un autre aspect de la situation, pas à Paris ou en Île-de-France, c'est qu'effectivement les dépenses de chauffage sont souvent dans les charges, donc c'est pas forcément des dépenses d'énergie. Bon. Et autre élément, on voit que vous savez sans doute que les gens qui ont des difficultés à payer leurs factures peuvent, dans certains cas, obtenir des aides des départements, hein, avec les fonds Solidarité Logement qui financent aussi des impayés d'énergie. Alors chaque département a ses propres règles, et ce qu'on peut dire, hein, et alors là, il y a un représentant de la municipalité de Paris, c'est que Paris, effectivement, est nettement plus généreux que l'ensemble des départements français. Alors, pourriez-vous passer le micro à Caroline et ensuite à Madame Filoche, s'il vous plaît. Alors j'avais juste un petit complément par rapport à ce que vous disiez. Sur Paris, on va retrouver surtout des problématiques de précarité énergétique différentes qu'on peut retrouver au niveau national. Vous avez tous des voisins que vous entendez crier. Là, ça veut aussi dire que vous allez dépendre de leur chauffage, que du coup, vous allez plus ou moins payer parce que vous êtes sous les toits, vous êtes au rez-de-chaussée. Et du coup, il y a plein d'autres choses qui sont du coup en plus non maîtrisables et qui entraînent des situations très difficiles pour certains ménages. Donc c'est intéressant de voir qu'il y a cette différence et que du coup il y a toute une marge de manœuvre et un travail à avoir sur le côté collectif et le fait d'habiter en immeuble qui est très représentatif du territoire parisien. Et du coup je pense. Bonsoir à tous, je me permets de venir apporter quelques éléments sur le territoire parisien qui effectivement peuvent venir éclairer un peu. D'abord, c'est pas nous qui le calculons, c'est l'INSEE qui calcule qu'à Paris, 70 000 personnes se trouvent en situation de précarité énergétique à Paris. Donc on n'est pas sur des volumes, enfin quand on compare au nombre d'habitants, on est sur des volumes qui sont du coup en fait accessibles. Alors la précarité énergétique selon l'INSEE, c'est-à-dire qu'elles ne parviennent pas à satisfaire leurs besoins élémentaires énergétiques dans leur logement. Donc on est vraiment sur ce qu'on décrivait ici. Et on a effectivement une politique volontariste depuis pas mal d'années. D'abord, dans la réduction des logements insalubres, qui clairement étaient très nombreux à Paris et aujourd'hui sont en voie de disparition, fort heureusement. Il en reste, mais beaucoup moins qu'avant, donc ça a participé quand même largement à faire disparaître une partie ce qu'on appelle des passoires énergétiques. La deuxième chose, c'est que du coup, il y a un engagement assez volontariste aussi dans la manière dont on construit des plans de rénovation, que ce soit pour les bailleurs sociaux ou pour les copropriétés privées. C'est très long, c'est très compliqué, mais c'est surtout parce que c'est très cher. Il faut quand même le rappeler, hein. C'est pas parce qu'il n'y a pas de volonté politique, c'est parce que ça a un coût, que ce soit pour les bailleurs sociaux ou pour les bailleurs privés, qui est très complexe à pouvoir anticiper et organiser. Donc voilà, il y a besoin d'un engagement de l'État, je pense, un peu plus fort à destination des copropriétés comme à destination des bailleurs sociaux pour nous assurer qu'on puisse accélérer un peu le rythme.
Et puis par ailleurs, on vient accompagner effectivement au titre du département, parce qu'on est ville et département, donc ça me permet d'avoir la double vision. On vient accompagner effectivement les ménages les plus précaires, donc celles et ceux qui nous sont signalés, soit par les bailleurs sociaux, soit par les travailleurs sociaux eux-mêmes, soit par les fournisseurs d'énergie eux-mêmes, avec lesquels on a conventionné dans le cadre du FSL, donc du Fonds de solidarité logement, qui nous permet de pouvoir venir aider les ménages qui se retrouvaient dans des difficultés pour payer des factures ou qui seraient dans des situations d'impayés. Les deux sont valables. On intervient à ces deux niveaux, tant par le FSL, mais on a aussi un FSL, un pari énergie famille. Donc c'est une aide sociale qui est disponible par l'intermédiaire des centres sociaux, des centres d'action sociaux de la ville de Paris, ou encore de l'allocation exceptionnelle. On a une aide qui permet de pouvoir venir accompagner des ménages qui seraient en situation difficile à un instant T, donc c'est sur un one-shot, mais qui permettrait de pouvoir venir payer une facture d'électricité ou une facture de gaz, ou même une facture de téléphone, pour pouvoir venir accompagner le ménage. Donc voilà, donc on a effectivement ces dispositifs-là qui existent, qui permettent aujourd'hui d'accompagner 46 000 ménages par an à Paris, et pour un investissement de 10 millions d'euros chaque année. Donc effectivement, c'est un choix, un choix de volontaire de la part de la ville, du département, de pouvoir venir essayer d'actionner tous les leviers qui sont à notre portée pour venir accompagner les ménages. Mais on sait, j'aurai l'occasion de le redire, que malheureusement, voilà, on a encore un long chemin pour arriver à faire en sorte que la précarité énergétique dans Paris, parce que c'est de ça dont je suis responsable aujourd'hui, mais même au-delà, puisse trouver une fin. Merci pour ces compléments. Alors, parmi tout ce qui a été énoncé, je retiens une chose très importante que vous avez mentionnée, Hélène, et qui est un enjeu caché de la précarité énergétique, c'est que beaucoup de personnes qui sont concernées par cette situation ne s'identifient pas comme telles. Parce qu'on estime que, d'une façon ou d'une autre, on va être peut-être plus ou moins frileux, et que du coup, bon, bah, c'est pas un problème de bâtiment ou un problème de ne pas pouvoir se chauffer correctement, c'est juste qu'on est un peu plus sensible que les autres, ou parce que d'autres personnes ont des difficultés, mais ne s'identifient pas ou ne souhaitent pas s'identifier comme étant dans une situation de précarité énergétique. Et donc ces personnes-là, il faut aller vers elles, il faut pouvoir les repérer. Quentin, je vais pouvoir vous passer la parole. Madame Filoche, si vous pouvez lui transmettre le micro, pour nous parler notamment d'une première solution, un programme qui s'appelle le programme SLIM, c'est le service local d'intervention pour la maîtrise de l'énergie, qui est un programme de repérage et de mobilisation des foyers en situation de précarité énergétique. Quentin, vous avez travaillé dessus dans le département du Val-de-Marne. Est-ce que vous pouvez déjà nous présenter de quoi il s'agit? Tout à fait. Alors peut-être pour préciser, donc effectivement, je suis Quentin Hofer, je travaille au département du Val-de-Marne. On ne porte pas de SLIM actuellement, mais on en a porté un entre 2015 et 2018. On devrait en porter un l'année prochaine. Je dis bien devrait au conditionnel parce qu'on n'a pas encore passé la prépa budgétaire et que voilà. Mais normalement tout est bon. Et on a quand même fait des visites à domicile entre-temps, mais qui n'étaient pas dans le cadre du programme. Juste pour être tout à fait précis. Donc effectivement, le programme SLIM, bon, c'est pas moi qui ai choisi le nom, hein. C'est un programme national qui est porté par l'association Claire et qui a pour vocation, effectivement, comme le disait Nabil, alors je sais pas si, ouais, voilà, à repérer, diagnostiquer et orienter des ménages en situation de précarité énergétique. Bon, le texte est un peu petit, mais de toute façon, on va vous expliquer un peu plus en détail ce qu'il y a dans le diagnostic et l'orientation. Ça, c'est plutôt Logicité qui va en parler. Puis sur le repérage, je vais vous donner un petit peu des exemples de ce qui se passe au niveau du département du Val-de-Marne. Peut-être ce qui est important, c'est la philosophie de ce programme, et notamment le fait que ce soit un programme qui est porté par les collectivités territoriales et qui a donc vocation à quand même développer un service public avec lequel on va chez les gens pour les aider et les outiller à faire face à des situations de précarité énergétique. Donc à la fois les aider dans le sens à déjà comprendre la situation, effectivement. Est-ce que, je rentre pas trop dans le détail parce qu'effectivement ça va vous être expliqué après, hein, mais en tout cas, est-ce que c'est plutôt une question de logement, une question de contrat d'énergie, ça aussi c'est très compliqué, ou une question peut-être d'un équipement qui dysfonctionnerait dans le logement.
Et puis effectivement les outiller pour donner des orientations intéressantes. Mais c'est vrai que ce côté d'avoir un service qui va chez les gens et qui du coup s'adapte aux besoins exprimés par la personne, c'est quelque chose qui est assez rare et que du coup, en tout cas nous on cherche à développer le plus possible. La contrepartie que ça, c'est que du coup c'est un peu de la dentelle et donc on ne peut pas traiter la totalité des situations en un an. Vous imaginez bien faire 70 000 accompagnements à domicile en un an, c'est difficile. Donc, et ce notamment puisque les situations sont complexes, comme vous l'avez expliqué tout à l'heure, quand c'est à la fois le bâtiment, la situation sociale, les tarifs de l'énergie, c'est difficile d'avoir une main sur tout et de pouvoir apporter une réponse qui se pacifie comme ça sur un claquement de doigts. Peut-être que justement sur le SLIM passé et sur les programmes de visite à domicile qui ont été menés dans le Val-de-Marne, vous pouvez nous en dire un mot et nous expliquer un peu qu'est-ce qui a été fait, quels ont été les résultats, un retour d'expérience? Ouais, tout à fait. En plus, le Val-de-Marne, alors c'est pas exactement la même chose que la ville de Paris, mais on est quand même sur des situations assez comparables, des différences assez nettes entre des communes riches, des communes pauvres, à peu près 1 500 000 habitants, une densité un peu plus faible qu'à Paris, mais qui est quand même à 5 500 habitants au kilomètre carré, donc on est bien dense. Une cinquantaine de milliers de ménages considérés en situation de précarité énergétique. Pareil, on va dire à peu près un quart des ménages qui sont des passoires et plus de 18% des ménages en dessous du seuil de pauvreté. Donc voilà, on est sur des situations un peu comparables. Peut-être pas réparties de la même manière, mais voilà. Je pense que le plus important, effectivement, et comme ça a été dit, c'est le fait que les gens ne s'identifiant pas eux-mêmes en situation de précarité énergétique, et même le terme de précarité énergétique est un terme qu'on utilise nous entre professionnels et qui est un peu le terme consacré, mais en vrai, on va pas se dire soi-même ah bah oui je suis précaire énergétique, c'est un peu presque stigmatisant. Donc du coup, c'est comment est-ce qu'on repère les gens. C'est très bien d'avoir des choses pour diagnostiquer, pour orienter, mais comment est-ce qu'on va chez eux. Et là, pour le coup, nous, le travail qu'on a fait, c'est un travail à la fois de communication autour des questions de confort, vraiment d'axer sur le ressenti du froid chez soi, qui parle quand même beaucoup plus que la question de est-ce que votre facture est élevée ou pas, parce que c'est difficile quand on n'a pas forcément la maîtrise de sa facture, et notamment quand les charges sont intégrées dans notre loyer. Donc effectivement, un gros travail sur la communication autour du confort, pour que les gens nous contactent d'eux-mêmes, et aussi un énorme travail d'animation de réseaux de professionnels. C'est-à-dire que, pour le coup, des professionnels qui reçoivent des gens qui sont potentiellement en situation de précarité énergétique, il y en a beaucoup. Les assistantes sociales, certes, notamment celles qui vont faire des traitements de dossiers d'impayés d'énergie. Là, pour le coup, c'est que la personne est directement en situation de précarité énergétique. Mais il y a aussi tout ce qui va être lié au médico-social, par exemple dans les centres de PMI. Ça, c'est intéressant d'avoir un médecin de PMI qui pose la question à un ménage, ah mais tiens, votre enfant, il est malade ou des problèmes de bronchite, c'est quoi la température chez vous? Est-ce que vous avez des problèmes de chauffage? Là, hop, on repère des situations, ça permet d'orienter des choses. Bon voilà, je rentre pas dans le détail, mais effectivement pas mal d'associations, du travail dans les centres sociaux, des choses comme ça, et ça nous a permis au final, sur notre première session de SLIM, on travaillait sur exclusivement 3 communes sur le Val-de-Marne, Vitry, Champigny, Villeneuve-Saint-Georges, donc à peu près 200 000 habitants. On a fait 650 accompagnements en 3 ans. Par rapport au nombre d'habitants, vous voyez, c'est pas énorme, mais par contre c'est vraiment un apport très qualitatif. Et sur ces 150 ménages, on a eu, au final, à l'évaluation, des économies entre 150 et 300 euros d'économies d'énergie réalisées par à peu près 600-700 euros, ça dépend, donc, que mettait la collectivité, qui est cofinancée. Je ne rentre pas dans le détail sur les cofinancements, mais il y a des cofinancements, c'est aussi pour ça que le programme est intéressant. Mais qui derrière se traduisent en des économies en moyenne à peu près 200 euros par an. Bon là on se dit ah ouais il y a un truc intéressant et en plus on a apporté un service public vraiment utile à la personne. Donc c'est en termes de, alors j'aime pas du tout ce terme de rentabilité du service public, mais on voit bien que en tout cas l'argent qui peut être mis là-dedans a une vraie utilité à la fois pour le ménage et aussi derrière pour la collectivité, puisque l'idée c'est que comme le disait très justement la Fondation Abbé Pierre, on met aussi moins de recours aux services curatifs derrière, type impayés d'énergie, problématiques de santé, etc., parce qu'on les aura en quelque sorte un peu traités en avance. Tout à fait. Donc du coup, un moyen également de prévenir ces situations, ou en tout cas de venir les atténuer, voire même totalement les soulever lorsque c'est possible. Il y a quelque chose qui fait effectivement écho aux propos qui ont été donnés avant sur le coût pour la société aussi de la précarité énergétique sur différents plans.
Caroline Ferrero, vous avez, via la Croix-Rouge Insertion Logicité, une intervention qui est très spécifique, notamment dans le cadre des programmes STEAM, via la réalisation de diagnostics sociotechniques lors de visites à domicile. Est-ce que vous pourriez déjà, dans un premier temps, présenter votre structure qui est au cœur de ce sujet et nous expliquer de quoi il s'agit? Tout à fait. Alors en fait, moi je vais vous présenter la structure et après expliquer la partie diagnostic dont Quentin vient de vous parler. Donc moi je suis directrice de Croix-Rouge Insertion Logicité. C'est une structure qui travaille spécifiquement sur la précarité énergétique, mais on s'inscrit dans la grande structure Croix-Rouge Insertion, qui est une filiale de la Croix-Rouge française. C'est la filiale qui est dédiée à l'insertion professionnelle. Donc des salariés en insertion professionnelle travaillent sur la précarité énergétique. On fait différents types d'actions sur cette thématique et entre autres on réalise des diagnostics sociotechniques. Alors déjà, n'hésite pas à compléter Quentin, parce que je pense qu'il peut avoir des éléments d'information intéressants. Mon but, c'est de vous expliquer un petit peu en quoi ça consiste. Le but du diagnostic sociotechnique, c'est vraiment comprendre les problématiques du ménage pour savoir c'est quoi les pistes pour après. Donc réussir à poser un diagnostic, le nom est significatif, pour savoir qu'est-ce qu'on peut faire par la suite pour aider ce ménage à sortir de la précarité énergétique. La première partie du diagnostic, ça va être toute une partie d'échange et d'entretien. Le but, c'est de poser déjà des premières questions qui ont un petit côté social. Alors, on n'est pas des travailleurs sociaux, on n'est pas capable d'apporter des aides et une expertise sociale. Par contre, tout à l'heure, on vous a présenté les indicateurs. Le taux d'effort énergétique, il va dépendre de combien on dépense dans nos factures d'énergie, sur combien est-ce qu'on gagne comme ressources. Forcément, on a besoin de poser ces questions pour savoir si déjà le taux d'effort énergétique est trop haut et si du coup le ménage est déjà en situation de précarité énergétique juste avec cet indicateur. Il va y avoir plein de questions de ce type sur la composition du ménage, la surface du logement. Et après, on va aussi poser des questions sur tout ce qui sont les usages. Est-ce qu'il y a une aération tous les jours? Est-ce que le chauffage est coupé ou pas? Pour comprendre si le ménage rencontre une situation de précarité énergétique. Est-ce que lui-même, il se met dans ce type de situation parce qu'en fait, il a des gestes qui parfois sont des idées qu'on avait préconçues, mais qui en fait ne nous aident pas forcément dans notre quotidien et ne nous aident pas forcément pour nos factures. Donc il y a toute une partie échange qu'on va d'abord faire avec les ménages. Il y a une deuxième partie où du coup on va visiter le logement. Donc un tour du logement pour comprendre vraiment et voir quelles sont les difficultés que rencontre le ménage dans son logement. Aussi bien tout ce qui est des traces d'humidité, les murs, le chauffage, donc ce qui est vraiment lié au bâti et au logement tel qu'on l'avait loué ou acheté à l'époque. Mais on va aussi regarder tout ce qui est électroménager parce que des petites choses comme un frigo peuvent potentiellement jouer aussi sur notre facture. Et tout au long de ce tour du logement, notre but, ça va être de donner tous les conseils qui vont être associés aux différentes choses qu'on va voir. Donc, certes, de l'humidité peut être liée au bâti, certes, il y a des passoires énergétiques. Il y a aussi des ménages qui n'ont pas forcément cette notion de aérer mon logement, fait sortir l'humidité du logement, et qui se retrouvent avec un logement qui est à la limite de la décence, juste parce qu'ils n'avaient pas forcément les bons gestes. Il n'y a pas que ça, hein, c'est une combinaison de plein de choses. Mais du coup, tous ces premiers conseils, tous ces premiers gestes vont permettre d'avoir des premières étapes pour avancer et voilà, essayer de faire des premières économies, essayer d'améliorer sa situation. Et puis du coup, la troisième partie, c'est aller vers la suite. Donc déjà, nous, on remet un petit peu de matériel. C'est des petites choses, c'est des mousseurs, des ampoules, mais c'est des petites choses qui se voient sur la facture. Donc c'est déjà ça de prix. Et après, on va du coup donner des pistes et des orientations. Donc ça dépend de la thématique, ça dépend de l'échange qu'on a eu avec le ménage. On va pouvoir réorienter vers des associations qui vont pouvoir apporter une aide financière, un accompagnement, un diagnostic complémentaire sur un côté plus social. On va pouvoir orienter vers les services sociaux potentiellement, s'il y a besoin d'avoir des dossiers, des FSL dont on a parlé, ce type de choses. Et puis on va pouvoir orienter vers la DIL quand c'est compliqué avec le propriétaire, vers l'ANA, vers l'APC. S'il y a besoin d'avoir un avis d'expert sur des travaux, sur l'aide financière qui peut être liée aux travaux, et du coup pouvoir aller au-delà et plus loin. Voilà. Peut-être pour apporter un petit complément, ça a l'air d'être une démarche un peu intrusive quand on en parle comme ça, en disant oh là là, il y a quelqu'un qui vient chez moi, il va regarder ma chaudière, il va regarder mes factures, et mes revenus, et en plus on va parler de ma famille. Mais faut se dire que ce service à domicile a tellement disparu
de manière générale dans les services qui sont proposés à la population. En fait, c'est vraiment très apprécié, malgré effectivement l'idée reçue qu'on pourrait avoir au début. Enfin, nous, c'est pareil, quand on a monté notre stream, on s'est dit, oh là là, mais on va se faire jeter de chez les gens, on va arriver avec nos questions et on va se faire virer, c'est pas possible. Et en fait, au contraire, l'accueil était hyper agréable. On a eu des retours d'évaluation géniaux parce que justement, en fait, tout simplement, on va un peu à rebours de ce qui existe de manière générale dans l'accompagnement et pour le coup, les diagnostiqueurs sont souvent complètement formés à avoir une approche qui est socialement compatible aux populations qu'on peut rencontrer, et donc du coup ça se passe généralement très bien. Les problématiques, c'est genre même pas 1% des visites. Je vais rajouter une petite couche. On a effectivement les faits plutôt, ils sont contents de voir des personnes qui viennent voir leur logement et comprendre ce qui se passe, surtout que nous, on n'est pas leur famille, on n'est pas leurs amis, on n'est pas là pour juger, on est là vraiment juste pour conseiller. Et d'autant plus en ce moment, on a beaucoup de personnes qui nous disent mais en fait ça fait très longtemps que j'ai pas eu un rendez-vous en physique avec un accompagnant, un travailleur social, parce que il y a eu une crise et que du coup il y a eu des priorités et puis il a fallu se protéger et du coup ils sont contents de nous voir arriver, de donner des conseils. Alors en plus on arrivait en masque, blouse, visière, sur chaussures, on était parés pour tout risque. Donc il n'y avait même pas de crainte. À l'inverse, ils étaient ravis d'avoir un temps d'échange et de pouvoir communiquer avec une personne. Et il y a les franco, qu'est-ce qui va pas? J'ai besoin d'aide là-dessus. Nous on est juste là pour répondre aux questions. Il n'y a pas de jugement d'a priori derrière. Et toutes les informations sont pour nous. Elles deviennent potentiellement des données statistiques, mais on ne va pas s'amuser à les communiquer au tout venant. Et si jamais il y a une communication à quelqu'un, c'est à la demande du ménage, ou bien ils sont informés de prime abord parce que c'est une autre personne qui nous avait invités à aller chez eux, donc ils savent très bien qu'il y a une connexion. Merci. C'est effectivement toute la problématique des publics dits invisibles des services publics, parce qu'ils ne sont pas déjà en contact avec des travailleurs sociaux, parce que pour certains, on se limite également sur les rendez-vous avec d'autres interlocuteurs, comme avec les médecins, qui peuvent être aussi en situation d'hériter des problèmes de santé, parfois liés à ces questions. Sur cette question de l'intrusivité, il y a aussi la partie des éco-gestes que vous avez évoqués, c'est-à-dire qu'arriver dans des foyers pour leur dire, alors peut-être que vous pouvez un peu mieux consommer l'énergie, ça peut être reçu comme étant quelque peu intrusif, mais c'est vrai qu'il y a aussi souvent une méconnaissance de ces questions-là. Enfin, qu'est-ce que vous constatez avec vos équipes en général sur le terrain? On constate qu'il y a des gestes qui sont très bien acquis. Alors, c'est pas Versailles ici, je pense que tout le monde l'a en tête. Typiquement, couper les lumières, faire attention aux veilles, débrancher son chargeur, c'est des choses qui sont très bien rentrées chez la plupart du public qu'on rencontre. À l'inverse, on remarque qu'il y a de la méconnaissance, souvent sur les électroménagers, comment marche un frigo et pourquoi mon frigo fait du froid. En fait, il y a très peu de personnes qui connaissent la réponse et du coup la machine à laver, le sèche-linge, voilà, il y a toute une liste comme ça. Et du coup, nous, on est là pour leur expliquer votre frigo, comment est-ce qu'il fait du froid, votre machine à laver, comment est-ce qu'elle lave le linge, et du coup, quelle est la meilleure solution pour que ça consomme pas trop. Et souvent, vu qu'on l'explique et qu'on n'est pas juste à dire non, vous avez tort, c'est pas ça qu'il faut faire, c'est ça qu'il faut faire, mais plutôt de leur dire voilà, le frigo il produit du froid de telle manière. Du coup, quand il y a du givre, forcément, il va travailler plus, il va consommer plus d'électricité. Souvent, ils disent j'ai appris un truc au moins aujourd'hui, c'est toujours ça de gagner pendant ma visite. Donc c'est plutôt le côté pédagogique. Dans le tour du logement qu'on fait, on prend beaucoup de mesures. On va prendre les températures, on va prendre les débits d'eau. Et du coup, l'intérêt de prendre toutes ces mesures, c'est aussi d'expliquer en même temps, c'est quoi la mesure qu'il y a chez vous? Est-ce que c'est normal par rapport à ce qu'on trouve sur le commerce? Est-ce qu'on peut faire mieux? Avec quoi est-ce que vous pourrez faire mieux? Là rentre le petit matériel qu'on peut leur donner. Mais typiquement, le robinet, souvent, il est à 12 litres par minute. Quand on leur dit que juste en mettant un petit mousseur dans le robinet, ça passe à 5 litres, et quand on paye sa facture d'eau ou bien son eau chaude, ils nous disent mais en fait, pourquoi j'étais pas au courant avant? Pourquoi personne me l'a donné? Donc, à l'inverse, c'est plutôt une petite leçon pédagogique. Et puis quand on a des familles, du coup, souvent la minute, est-ce que vous coupez l'eau quand vous prenez la douche? Là, ils disent, alors attendez, j'appelle tous les enfants. Ils vont tous écouter le moment de la leçon parce que là, je veux que tout le monde le sache. Donc à l'inverse, ça devient un petit peu un jeu familial. Voilà, on s'éduque tous aux éco-gestes aujourd'hui. Et puis ça permettra de jouer aussi sur la facture. Et du coup, tout le monde est content au final.
Et peut-être toujours sur cette question de la réception par les foyers qui bénéficient de ces visites à domicile. Dans votre cas assez spécifique, ce sont des salariés en insertion. Est-ce que ça permet aussi un apport sur le contact avec ces familles en difficulté? Est-ce que du coup, il y a aussi une façon de dire on est un acteur extérieur, mais on est aussi des personnes qui parfois sommes en difficulté et donc fait qu'on perçoit un peu mieux ces situations de la part de vos salariés? Alors du coup, du côté de nos salariés, on a beaucoup d'empathie. La plus grosse difficulté qu'on a à gérer, c'est de réussir à leur dire, en fait, c'est une visite, il y a d'autres acteurs qui sont là pour travailler, donc ils sont ravis d'aller au contact du public et de voir des situations que peut-être ils ont pu connaître par le passé, ou bien peut-être qu'ils n'étaient pas dans cette situation précisément, mais en tout cas, ils s'en approchaient. Du côté des ménages, c'est très bien perçu et je pense que c'est plutôt une force parce que les ménages ont l'impression d'avoir juste quelqu'un qui les comprend, plutôt que d'avoir quelqu'un qui est complètement extérieur et qui va venir les juger. Donc c'est plutôt très très bien perçu. On a une autre action qui consiste à faire de la sensibilisation grand public. Et on remarque que ça marche très bien avec nos publics parce qu'en fait, ils savent communiquer avec les personnes qui sont présentes à ces animations et qu'à l'inverse, le public se dit, en fait, c'est comme si j'avais mon voisin qui me racontait quelque chose, il n'y a pas de souci, c'est facile, c'est fluide, c'est cohérent. Donc je pense que c'est plutôt une force. Et puis pour le côté technique, tout le but de l'insertion professionnelle, c'est de travailler beaucoup avec eux. Il y a beaucoup de formation, de la formation continue, on retravaille les dossiers avec eux. Donc je pense que pour autant, on ne perd pas en expertise. Le but, c'est de réussir à faire cette alliance des deux plutôt. Merci. Alors, avant d'en revenir sur un nouveau temps d'échange, si vous avez des questions et des réactions, gardez-les à l'esprit, on y vient dans un instant. Il y a d'autres leviers que l'on peut activer pour lutter contre la précarité énergétique, autre que le programme SLIM, qui est même d'ailleurs présenté comme étant un premier pas pour les collectivités contre la précarité énergétique. Il y en a une cinquantaine aujourd'hui qui en ont mis en place. François Boulot, Hélène Denise, est-ce que vous pourriez nous dire de nouveau un mot concernant les autres propositions que vous mettez sur la table? Peut-être Hélène Denise pour commencer? D'accord, donc François Boulot. Ok, je vais commencer par le chèque énergie. Le chèque énergie, peut-être que certains d'entre vous connaissent, ça a été institué il y a maintenant 4 ans, ça a remplacé ce qui s'appelait avant les tarifs sociaux du gaz et de l'électricité. Donc le chèque énergie est attribué sur des critères de ressources et c'est le fichier des impôts qui sert de base. Donc les gens sont repérés par leur déclaration d'impôt et si leur montant des impôts et le montant de ressources est inférieur à une certaine valeur qui dépend de leur composition familiale, eh bien, ils ont droit à le chèque énergie et ceci est fait automatiquement, c'est-à-dire qu'ils reçoivent un courrier sans avoir aucune démarche à faire. Ils reçoivent un courrier avec le chèque. Et alors, le résultat, c'est que alors le chèque, le montant du chèque, il est variable suivant les ressources, c'est compris entre 50 et 270 €. En fait, la moyenne est de 150. Et ce chèque donc est utilisable pour payer des factures d'énergie, que ce soit des gaz, de l'électricité, ça peut même aller jusqu'à acheter du bois à la campagne. Donc c'est une bonne initiative. Il y a tout de même un certain nombre de limitations. La première, c'est que 20% des gens qui reçoivent ce courrier n'utilisent pas le chèque. Alors, ce n'est pas parce qu'ils ne veulent pas l'utiliser. C'est parce que le courrier qu'ils reçoivent est relativement compliqué. Moi, j'ai l'habitude de dire que le courrier, il fait 7 pages. Il y a une page principale, mais il y a 6 pages d'annexes. Et qu'on peut fort bien prendre ce courrier pour de la pub. On peut aussi ne pas le comprendre. Pas le comprendre, c'est-à-dire comprendre que c'est un vrai chèque. On peut ne pas comprendre comment utiliser le chèque. Enfin, le résultat, c'est qu'il y a 20% quand même des gens qui n'utilisent pas chèque. Et là, je pense, moi, je pousse les pouvoirs publics à améliorer leur communication et le courrier pour que les gens le comprennent. Alors, le montant du chèque est aussi 150 €. On a vu tout à l'heure qu'une facture d'énergie, c'est 1 600 €. C'est même
c'est même pas 10%. Alors que si on regarde, par exemple, les aides au logement, les aides au logement sont plutôt supérieures à 30%, 30-40%, des fois plus. Donc on voit que les pouvoirs publics ne font pas le même effort sur l'aide au chauffage que l'aide qu'ils font pour un toit. Or, un toit sans logement, c'est quand même très, très limité. Voilà, donc ce que les associations demandent, c'est effectivement que le montant de ce chèque soit augmenté, notamment pour les populations les plus en difficulté. Je parlais tout à l'heure des 2,5 millions de personnes qui sont sous le seuil des grandes pauvretés. Pour cela, je crois qu'au moins pour cela, il faudra augmenter le montant du chèque, et je pense aussi pour les autres. Voilà. Oui, en effet, on plaide les associations de façon assez consensuelle pour le doublement de ce chèque énergie. 1 600 €, c'est en moyenne en fait par an, c'est ce que le moyen des Français paye. Quand on est en précarité énergétique, ça peut monter à 4 000 €, c'est assez classique, quelqu'un qui est dans une passoire. Donc 150, 300 € par an, c'est vrai que ça change pas grand-chose. Là, avec la hausse des prix de l'énergie, ça va être à peu près 500 € de plus sur les factures des Français. Le chèque énergie, il a été un petit peu boosté là récemment par le Premier ministre, 100 € de plus sur cette année, mais c'est une aide qui est ponctuelle, c'est juste cette année. Nous, on pense que ce chèque il doit être doublé de façon pérenne pour que ce soit à la hauteur des enjeux. Il y a d'autres moyens de lutte que les aides financières. Il y a aussi le FSL, on en a parlé. Il y a assurer aussi les droits en fait des personnes. Il y a eu pas mal d'avancées cette année sur la question des droits pour les personnes en précarité énergétique, avec l'opposabilité du DPE, c'est-à-dire que depuis le mois de juillet, le DPE devient obligatoire quand on loue un logement, quand on le vend, et s'il n'est pas, on peut le réclamer. Et puis surtout avec la loi climat et résilience, il y a des choses qui sont, ça avance pour les locataires, avec l'inclusion des critères de performance thermique en fait dans la décence du logement. Pour louer un logement, il faut que le logement soit décent. Eh bien, avant, c'était voilà, est-ce qu'il y a l'eau, est-ce que c'est bien aux normes, etc. Maintenant, il y a aussi le DPE, il y a aussi la performance thermique qui va rentrer. Et donc, progressivement, à partir de 2023 et jusqu'en 2028, les passoires thermiques vont rentrer progressivement dedans. Et à partir de 2028, on ne pourra plus louer un logement qui est une passoire. En fait, le DPE, donc la décence, c'est un outil pour le locataire de pouvoir se retourner contre son bailleur et lui demander d'exiger des travaux. Mais il faut quand même le demander. Quand on est en difficulté, quand on est étudiant, on va pas se retourner contre son bailleur pour exiger des travaux. Parfois, c'est un peu compliqué. On a peur pour la caution. Enfin, il y a plein de questions. Donc, il y a un vrai enjeu aussi à faire connaître leurs droits aux gens pour qu'ils s'en saisissent. Alors, c'est encore un peu lointain quand même, 2028 pour les passoires en F. Bon, on aurait voulu que ça aille plus vite, mais bon, c'est déjà bien. Il y a aussi l'abolition des coupures pour lequel nous, à la Fondation Abbé Pierre, on plaide beaucoup. Je disais tout à l'heure, là, c'est vraiment dans l'urgence, c'est-à-dire que c'est pas normal qu'en 2021, les personnes, on leur coupe l'électricité. Il devrait y avoir un minimum vital pour au moins pouvoir s'éclairer, allumer le frigo et pouvoir recharger ses appareils de communication. On parle pas là de chauffage, on parle vraiment de dignité, de pouvoir s'éclairer. Mais surtout, le vrai moyen de lutter contre la précarité énergétique de façon pérenne, efficace, qui est bonne pour le climat, qui est bonne pour la société, qui est bonne pour les gens, c'est la rénovation énergétique et notamment la rénovation énergétique performante. Parce que vous avez dû l'entendre, il y a eu beaucoup de campagnes de communication récemment de la part du gouvernement sur la rénovation, avec des nouvelles aides, notamment MaPrimeRénov', vous avez sans doute dû le voir passer, qui a remplacé le CITE, donc le crédit d'impôt transition énergétique, et donc est devenu une aide directe, avec des chiffres qui sont très bons, c'est-à-dire 700 à 800 000 rénovations cette année avec MaPrimeRénov'. C'est beaucoup plus que ce que c'était avant, donc c'est très bien, sauf qu'en fait c'est à 86% des petits gestes, c'est-à-dire on change juste les fenêtres, on va juste changer la chaudière, et en fait ça n'a pas un impact suffisant sur, c'est bien, hein, c'est mieux que rien, mais ça n'a pas un impact suffisant ni sur la facture, ni sur le climat. Donc nous, on plaide vraiment, avec plein d'autres, c'est assez consensuel dans le milieu associatif, énergétique, etc., pour des rénovations qui soient performantes. Sur les 800 000 rénovations MaPrimeRénov' de cette année, que se targue le gouvernement, 0,1% concerne des rénovations globales,
Et 0,2% concerne des sorties de passoires. Donc, vous voyez, on est sur vraiment des micro-gestes. Et puis, on parle ici de copropriété. Sur les 800 000 dossiers déposés, 65 concernaient des copropriétés. Donc, on est sur un vrai problème de calibrage des aides qui est assez impressionnant. Et puis, pourquoi, en fait, il n'y a pas de rénovation performante? Parce que ça coûte très cher, en fait. Une rénovation performante sur un logement individuel, une maison, par exemple, qui sort d'une passoire, c'est facilement 50 000 €. Sur un logement en copropriété, c'est facilement 25 000 € par copropriétaire. Alors aujourd'hui, il y a des aides, comme MaPrimeRénov', il y a des aides des collectivités, des aides des énergéticiens, les CE, etc. Mais justement, une étude de France Stratégie est sortie très récemment qui montre que pour les plus pauvres, c'est environ 40% de reste à charge. C'est-à-dire que sur un budget à 50 000 € de travaux, après avoir bénéficié de toutes les aides, déjà, il faut savoir mobiliser toutes les aides parce qu'il faut avoir un bac+10 pour comprendre toutes les aides. Enfin, on y reviendra peut-être. C'est 39, donc c'est à peu près 20 000 € de reste à charge. On parle de gens qui sont très pauvres, qui sont au RSA, qui sont aux minima sociaux. 20 000 €, c'est impossible pour eux à sortir, même à l'aide d'un prêt. C'est des personnes qui sont déjà souvent exclues du système bancaire. Un prêt, c'est pas possible. Alors il y a des prêts, là, un nouveau prêt avance rénovation où on paye en fait qu'à la fin, au moment de la mutation, mais il y a quand même des intérêts. Donc, pour les personnes qui sont en privation, qui ne se chauffent plus, pour ne pas payer, les intérêts, c'est déjà une charge supplémentaire. Donc en fait, c'est pas possible. Et pour les plus pauvres, il faut vraiment un reste à charge qui soit zéro et payé complètement en fait. Les travaux, c'est bon pour les personnes évidemment, mais on l'a rappelé, c'est bon pour la société, c'est bon pour le climat. Donc c'est très très important de recalibrer bien les aides. Et donc là, le gouvernement, c'est à l'État vraiment de prendre ses responsabilités et de mieux calibrer. Mais c'est aussi le rôle des collectivités pour apporter aussi ces petits coups de pouce en plus. Il y a des aides locales qui sont parfois très très bien faites et qui viennent se mettre au-delà et qui permettent dans certains territoires d'avoir un reste à charge minimum. Donc voilà, 40% de reste à charge. Et pour les ménages modestes, c'est 60%. Donc ménages modestes, c'est-à-dire que ça reste quand même difficile. Le gouvernement aujourd'hui se targue que ce reste à charge soit de 10%. Donc on l'entend partout dans les médias, mais c'est faux. C'est 40% et 60%. Donc avec grosse faiblesse sur les copropriétés et sur les locataires. Mais ça, il faut vraiment pouvoir obliger les bailleurs à rénover. Et puis évidemment, l'accompagnement, le repérage, on en a beaucoup parlé, c'est très très important. On a fait une étude à la Fondation Abbé Pierre qu'on vient de sortir aujourd'hui, qui a testé en fait le service FAIRE, qui est le service que vous appelez, le numéro pour avoir les premières informations sur les aides, avec des taux de décrochage qui sont très très bas, des informations qui sont pas toujours bien délivrées. C'est pas la faute des conseillers FAIRE qui font ce qu'ils peuvent, c'est juste que c'est vraiment sous-financé. Il n'y en a pas assez, et du coup, ils sont surmenés et ils n'y arrivent pas. Donc déjà, première porte d'entrée, service public de l'information à la rénovation énergétique, il faut déjà être bon là-dessus, quoi. Merci pour ces quelques mots. Peut-être l'occasion, je rebondis sur ce que vous avez mentionné concernant le besoin d'avoir un bac+10 pour s'y retrouver dans les dispositifs d'aide. Alors vous l'avez mentionné sur la fin avec peut-être les difficultés qu'il peut y avoir sur les plateformes nationales pour bénéficier d'une réponse qui soit complète. Rappelons-le, il existe du coup aussi des espaces verts locaux à l'Agence parisienne du climat, du coup c'est le nôtre, Karine Bidard l'a mentionné au départ. Il en existe partout en France, rappelons-le simplement, que l'on peut contacter justement pour bénéficier d'une information qui soit à la fois neutre et gratuitement sur alors les aides, mais pas seulement, aussi les volets techniques, les démarches, qu'est-ce qu'on fait, dans quel ordre, avec qui, bénéficier d'un accompagnement avec les professionnels pour relire des documents techniques. Je saisis cette perche peut-être pour le rappeler, parce que c'est vrai, vous avez raison de le souligner, c'est une question qui est très difficile quand on veut se lancer dedans et que soi-même on ne s'y connaît pas sur le sujet. Nous allons peut-être maintenant, s'il n'y a pas de réaction, en venir à un nouveau temps d'échange. Est-ce qu'il y a des questions? Alors je vois monsieur, je viens à vous. Donc, moi, en ce qui me concerne, je suis intéressé en général notamment par les économies d'énergie. Donc, j'ai un peu regardé du côté de l'Institut Négawatt qui a créé Dorémy.
qui est une société qui s'occupe essentiellement de rénover énergétiquement entièrement, en effet, comme vous dites, mais plutôt les habitations individuelles. Et du coup, ils ont une solution intelligente pour éviter le reste à charge pour les propriétaires, puisqu'avec un bas loyer actuellement de l'argent, ils obtiennent des prêts à long terme, dont en fait le montant de remboursement est compensé par les économies d'énergie faites sur les factures. Donc l'occupant de l'habitation rénovée continue à payer la même facture, bénéficie d'un confort amélioré puisqu'il n'a plus de problème de chauffage ou éventuellement de trop chaud, mais sa facture restant identique, il a aussi un confort puisqu'il est assuré de ne pas avoir à l'avenir de factures trop chères et le remboursement se fait à long terme via des prêts bancaires qui sont gérés par Doremi. Doremi anime aussi un réseau d'artisans qui deviennent spécialistes en rénovation énergétique efficiente. Merci pour cette remarque. Je peux peut-être juste ajouter quelque chose par rapport à ça. On connaît bien Doremi, ils font un travail exemplaire, notamment en formant justement les artisans à la rénovation performante, parce que ça c'est un enjeu aussi, parce que si on veut massifier, il faut que les artisans puissent nous suivre, et c'est pas évident. Ça fonctionne quand les ménages ne sont pas en privation. C'est-à-dire que pour les ménages qui sont vraiment en précarité énergétique grave, qui ne peuvent pas payer leurs factures, et ben en fait, ils ne se chauffent pas du tout. Donc ils n'ont pas d'économie à faire sur leurs factures, ils se chauffent pas. Et donc dans ce cas-là, ça fonctionne pas. Donc en fait, Doremi le dit très bien, ça marche pour les personnes qui se remboursent sur leur facture, et pour les personnes en privation, ils ne peuvent pas y aller. Parce qu'en fait, je sais pas si je m'explique bien, donc il y a vraiment un problème, c'est sur ces ménages-là vraiment qu'il faut un reste à charge qui soit zéro, parce qu'il n'y a pas de solution avec le prêt. Oui. Il y a un phénomène que les énergéticiens connaissent bien, c'est l'effet rebond. C'est qu'effectivement, quand les gens ont un logement qui est rénové, ben là ils se disent enfin je peux vivre normalement. À ce moment-là, ils se chauffent. Et leur facture, effectivement, est plus élevée que celle qu'ils avaient avant, parce qu'avant, c'est Hélène, ils ne se chauffaient pas du tout, ils se chauffaient très peu. Donc, voilà, l'effet rebond, ça existe, et quand on fait des diagnostics après, il ne faut peut-être pas uniquement comparer avec la facture d'avant. Ouais, c'est bon. Peut-être pour apporter un complément à Doremi, justement, qui intervient sur la question de la maison individuelle, puisque le MI, c'est maison individuelle à la fin. Il y a un dispositif qui existe en région Île-de-France, qui s'appelle Île-de-France Énergie. Je le dis très tranquillement parce que c'est porté par la région, mais la ville de Paris et le département du Val-de-Marne sont aussi actionnaires. Et c'est une société qui fait du tiers financement pour des travaux, pour des copropriétés. Alors le problème est toujours le même pour les ménages modestes, à savoir qu'en plus en copropriété il y a encore moins d'aide qu'en maison individuelle, donc du coup là où il y a entre 40 et 60% d'aide en maison individuelle, on est plutôt à 25% quand on est en copro. Mais ça a le mérite d'exister et de proposer des solutions un peu sur le même modèle que Doremi, un peu d'ensemblier qui vient faire à la fois des préconisations de travaux, du suivi de travaux, du prêt financier, et pour monter une solution qui facilite un petit peu tout ça. Voilà. Merci Quentin. Alors je vais vous emprunter le micro. Il semblerait que le mien ait un petit souci pour la diffusion en ligne. Je crois que voilà, madame avait aussi une question ou une remarque. Oui, bonjour, deux remarques. Alors l'espace Solidarité Habitat, donc la Fondation Abbé Pierre à Paris. Alors, peut-être une première remarque sur les locataires donc en situation de précarité énergétique. Le vrai enjeu, c'est aussi de mobiliser les propriétaires bailleurs qui, du coup, sont pas confrontés. C'est bon, ok. Qui ne sont pas confrontés, eux, aux difficultés dans le logement, aux difficultés de se chauffer. Et du coup, il y a un vrai enjeu à les mobiliser et à rappeler leur obligation à devoir fournir des logements décents aux locataires. Donc, il y a une action juridique qui est possible, mais je pense que c'est aussi important d'avoir un plaidoyer là-dessus.
Je voulais aussi rebondir sur les questions que Caroline Ferrero soulignait. C'est vrai que les enjeux de consommation, enfin, ça parle pas à grand monde, en fait, le kilowattheure, savoir concrètement que on constate en tout cas que les ménages ont des questions et c'est vrai que d'y répondre, on n'a pas forcément les moyens, mais il faut pouvoir y penser. Et une toute petite remarque pour terminer sur l'habitat indigne, puisque nous, notre action, elle ne faiblit pas sur la lutte contre l'habitat indigne. Je crois que c'est 5000 signalements par an au niveau du service technique de l'habitat. Donc il y a beaucoup d'efforts qui sont faits, c'est vrai, mais c'est un peu comme pour la précarité énergétique, il y a beaucoup d'invisibles. Beaucoup de personnes qui vivent dans des chambres de service, donc on a des façades qui sont des fois très bien rénovées, mais derrière il y a des personnes qui sont en difficulté et la lutte continue. Mais voilà, en tout cas comme pour la précarité énergétique, cette difficulté d'avoir la mobilisation des personnes, parce qu'il y a le même sentiment de honte de dire, voilà, on ne vient pas dire qu'on habite dans un logement qui est insalubre. Et voilà, donc je pense qu'avec tous les partenaires et les associations, ça va bouger, mais il y a du chemin. Voilà. Merci pour ces éléments. Est-ce que l'on a une remarque en complément dans la salle? Oui. Alors, je le rappelle aussi, puis on a des personnes qui suivent cet événement en ligne. N'hésitez pas à faire part de vos questions ou de vos remarques dans l'événement Zoom. Vous avez le chat, vous avez également un onglet Q&A pour questions et réponses dans lequel vous pouvez soumettre les vôtres et on pourra les relayer ici. Bonjour, bonsoir. J'ai une question déjà. Quand vous faites le diagnostic, est-ce que vous utilisez Linky, les graphiques Linky chez les gens, soit s'ils ont un ordinateur, soit à l'extérieur si vous leur prenez, s'ils vous donnent l'autorisation, quitte à changer le mot de passe après, une fois la test, parce que ça permet, par exemple ici, on voit très bien les jours où je fais un gâteau, c'est très clair, bon, je demande d'un kilowattheure par jour ma consommation facilement, ou un gratin. Deuxième chose, est-ce que vous posez des instruments de mesure, notamment sur les frigos? Moi, j'ai pas mal d'expérience sur ce sujet, j'ai mesuré en France jusqu'à 2,5 pour un réfrigérateur congèle qui marchait pas très bien en plus et qui pourrait être remplacé par un appareil de même volume qui ferait 4 fois moins, 3 fois moins ou 4 fois moins. Et donc sur le frigo, c'est un peu, et à l'étranger, par exemple au Liban, où on se plaint des problèmes d'électricité, j'ai mesuré des frigos à 4,5 kWh par jour. C'est plus que ce que consomme toute ma maison. Donc c'est un poste très important et c'est souvent très peu connu, vous l'avez dit, mais une mesure très importante pour sensibiliser à ça. Troisième point, plus fondamental, et ça je l'ai écrit déjà il y a 15 ans dans une conférence sur l'énergie en Turquie, sur le gaz, où ils commençaient à vouloir lancer une politique maîtrise d'énergie. Ce qu'il faudrait pour répondre à ce problème du financement de la rénovation chez les précaires, c'est qu'il y ait un fonds local de substitution qui financerait l'investissement et récupérerait l'argent au moment de la vente du logement, si c'est une propriété. Donc, c'est comme, disons, les anciens projets de loi sur la récupération par les communautés locales de la plus-value immobilière ou foncière générée par les investissements locaux, de la communauté locale. Mais ça me semble la solution à trouver, à faire des fonds locaux de substitution pour, dans une copropriété pour financer, disons, en substitution, jusqu'à peut-être 15 à 20% des logements dans la fraction la plus méritante de ceci. Merci monsieur. Peut-être une réaction sur ce que monsieur a pu soulever, une réponse peut-être, Caroline Ferrero? Allez-y. Merci. Alors moi, je vais répondre pour la partie diagnostic et appareil de mesure. Tout ce qui est prise de mesure, déjà, ça dépend tout simplement de dans quel cadre s'inscrit le diagnostic. Utiliser un wattmètre pour sensibiliser justement à combien consomme un appareil, ça marche très bien. En général, on ne s'en rend pas compte. Comparer les appareils aussi, ça marche très bien. Donc c'est une possibilité, on sait le faire, on peut le faire. Après, ça dépend bien sûr de dans quel cadre on fait le diagnostic. Pour ce qui concerne le Linky, alors vous l'avez très bien dit, il y a une question de protection des données. On ne peut pas juste récupérer les données. Si c'est un dispositif qui est fait pour, on peut envisager de le faire, mais il faut le consentement du ménage, donc il faut qu'il soit partant. Il y a aussi un système qui existe où on fait des visites de suivi. Donc on va repasser 1 an après. 1 an, c'est pour laisser une période de chauffe entière. Et on va comparer juste la relève des compteurs qu'on avait fait il y a 1 an à aujourd'hui pour se rendre compte de est-ce qu'il y a eu une évolution, quelle a été la consommation.
Et après, du coup, quand les ménages sont d'accord, ils nous transmettent leurs factures. Et nous, on leur demande les factures avec tout l'historique, et enfin 1 an d'historique à minima. Ça nous permet justement de voir mois par mois qu'est-ce qu'ils ont consommé, quelle est la moyenne, et du coup, en fonction de la composition familiale, est-ce qu'ils sont en sous-consommation. Et ça nous donne des pistes déjà de est-ce que il y a voilà, potentiellement un manque d'isolation, est-ce qu'il y a des mauvais gestes. Ça nous donne des perspectives pour travailler là-dessus. S'il y en a qui veulent compléter ou répondre à la dernière question. J'ai pas une réponse. Je suis pas sûr d'avoir une réponse très précise, mais il me semble que dans la loi climat et résilience qui a été votée l'été dernier, il y a une disposition telle que celle que vous aviez proposée. Il y a un système effectivement de prêt qui est récupérable au moment de la succession. Oui, c'est passé pendant la loi climat et résilience, ça s'appelle le prêt avance rénovation. Ça va être distribué à partir de janvier 2022. Il y a 2 banques qui jouent le jeu, c'est la Banque Postale et le Crédit Mutuel. Ça va être garanti à 70% par l'État, donc ça c'est vraiment une bonne chose. Alors c'est toujours un peu la même chose. Le prêt à taux zéro, par exemple, avant, qui permettait de financer les travaux. Merci. En fait, les banques ne jouaient pas vraiment le jeu, elles le distribuaient pas énormément. Donc là, on espère que ça va être vraiment mobilisé par toutes les banques au-delà de ces 2 premières pour que ce soit vraiment que ça fonctionne. Donc c'est un prêt qui serait remboursé au moment de la vente ou de la succession. Et donc en fait, le problème, c'est qu'il y a des intérêts. Et donc à nouveau, pour les plus modestes qui sont en privation, ça fonctionne toujours pas. Donc on y est presque. Mais alors, si ce prêt avance rénovation était sans intérêt, un prêt avance rénovation à taux zéro, peut-être que là, ça pourrait fonctionner pour ces problématiques-là. Merci. Alors, je fais le test avec ce second micro. Est-ce qu'on confirme à la régie que le son est bon? Pas de résonance? Parfait, merci. Peut-être y a-t-il une dernière réaction? Alors d'abord, je vois que monsieur se signale, je vais quand même poser la question à Mathias. Peut-être y a-t-il une réaction ou une question qui a été apportée par les personnes qui nous suivent en ligne? D'accord, ce n'est pas le cas. Je vois que monsieur souhaitait également intervenir. Bon, alors moi, je suis désolé, mais je suis assez scandalisé par la réponse que j'ai eue tout à l'heure. Donc, j'imagine que je suis arrivé en retard. Vous considérez peut-être que j'étais hors sujet, mais moi, je ne suis pas hors sujet parce que je suis vraiment en précarité énergétique grave, à mon avis, au point que... Bon, je vais vous expliquer, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais je suis dans une maison qui appartient à ma mère. Et en tant que militant écolo, j'avais pris un abonnement, c'est un chauffage au gaz. Donc j'ai pris un abonnement avec une société qui, par le WWF, je ne me rappelle plus comment ça s'appelait, je crois que c'est Eddy. Et pour voir, pendant une année, j'ai arrêté de me chauffer. Et ils continuaient, j'avais demandé le prélèvement mensuel, et ils ont continué à me prélever 54 € en faisant une moyenne, 54 € tous les mois. Donc moi, j'ai arrêté carrément, j'ai coupé, j'ai arrêté de me chauffer avec ce gaz. Donc plus de chauffage, je me chauffe plus l'hiver, je vais chez quelqu'un d'autre qui a un appartement. Et dans cette maison, j'ai fait faire étant donné mes moyens, j'ai que 1 000 € par mois. J'ai fait faire l'isolation du grenier à 1 €. Et j'ai vu le documentaire à la télé. Ce qu'ils m'ont fait, c'est n'importe quoi. Avec un gros pont thermique sur le côté. Ils n'ont pas été jusqu'au mur parce qu'ils ont dit le plancher s'arrête là, on va pas plus loin. Et puis j'ai vu que normalement, c'est comme c'était des rouleaux. J'ai vu que normalement, il fallait qu'ils enlèvent qu'ils mettent je sais plus comment ça s'appelle, un film plastique qu'ils n'ont pas mis du tout. Et dans les rouleaux, il fallait qu'ils enlèvent le papier, ou au moins qu'ils fassent des fentes pour que l'air passe. Ils n'ont pas fait du tout ça. Donc moi, j'ai carrément roulé sur le côté, j'ai laissé tomber, j'ai dit, je vais en faire un espace de stockage et j'y vais plus l'hiver. Donc j'en suis à ce point-là, à ce niveau-là. Et alors, pour revenir sur le sujet qui me tient à cœur, plus que ça, parce que ça, pour moi, c'est des détails, c'est qu'on on est dans l'agence parisienne du climat, enfin, c'est l'agence parisienne, on est dans la maison du climat, et vous baissez les mains carrément
pour ce thème de du chauffage électrique. C'est pas écologique le chauffage électrique. C'est vous dites peut-être vous considérez que en 2030, 2040, il y aura que ça. Et ben ça veut dire que vous abandonnez la lutte contre le réchauffement climatique, quoi. C'est un abandon. Comment ça veut dire que vous acceptez qu'on continue à nous dire qu'on va mettre de plus en plus de nucléaire, puisqu'on nous parle maintenant de microcentrales. Enfin, ils veulent rentrer dans le lobby du nucléaire à fond. La ministre nous a dit il faut faire du chauffage électrique, alors que je me rappelle qu'il y a quelques années, c'était admis dans le milieu écolo que les chauffages électriques, c'est pas écolo. Alors maintenant, c'est devenu acceptable le chauffage écolo, alors que l'électricité, c'est bon pour des appareils qui tournent, pour l'éclairage, des choses comme ça, mais pas pour du chauffage. Voilà. Et il n'y a pas que, même s'il n'y a plus de pétrole, il y a toujours le chauffage solaire. Hein. Vous avez oublié qu'on peut chauffer, on peut avoir des appartements ou des maisons qui ont du chauffage solaire. Ça existe. Merci pour votre intervention. Peut-être l'occasion quand même de le rappeler, hein, que dans le plan Climat de Paris, il y a notamment la question de la transition énergétique, hein, qui est intégrée pour passer sur des énergies renouvelables, ce qui ne signifie donc pas une dépendance totale à l'égard du nucléaire, et que des solutions peuvent être trouvées dans les logements qui ont ces problématiques. Alors je ne sais pas si la maison que vous évoquez justement est à Paris ou ailleurs. Si ce n'est pas le cas, on pourra peut-être échanger à la fin, notamment pour voir avec quel espace faire local on pourrait vous mettre en contact pour un échange sur cette situation. Je crois qu'il y a une réaction à ce que vous venez de dire qui peut être apportée dans la salle. Oui, bonsoir. Je suis Frédéric Delomo à l'Agence parisienne du climat, je suis directeur Habitat. En effet, là, sur la petite passe discussion sur le chauffage électrique, je pense que ça a été dit un petit peu vite. L'enjeu, c'est pas de dire qu'il y aura plus que du chauffage électrique. En tout cas, c'est pas du tout le message qu'on défend à l'Agence parisienne du climat. Et puis, si on regarde plus dans le détail sur le chauffage électrique, il y a l'électricité, et notamment un des grands enjeux, c'est si on continue à consommer de l'électricité pour du chauffage, c'est de basculer tant que possible vers des systèmes de pompe à chaleur, donc sur une utilisation d'électricité qui est quand même beaucoup plus régulée et beaucoup plus performante. Je vous laisserai, intervenant, compléter si vous avez d'autres réactions là-dessus. Moi, j'en profite du coup juste pour rebondir avec une question que j'avais aussi autour des publics en situation de précarité énergétique. Vous avez bien présenté les enjeux à la fois sur l'habitat et sur les niveaux de revenus des personnes concernées. Je me demandais si vous aviez une vision un petit peu plus précise sur des grands types de publics. Par exemple, quelle part de personnes âgées avec des petites retraites, quelle part de familles monoparentales. Et puis je pensais en particulier à un public qu'on oublie, je pense, un peu souvent et qui me semble important, notamment en zone urbaine, c'est le public des jeunes. J'ai un petit souvenir, je me suis rendu compte il n'y a pas longtemps qu'en fait j'ai été précaire énergétique il y a quelques années, et c'était pendant les études, en coloc, donc des niveaux de revenus très faibles, et puis un appart complètement déglingué. Et puis avec le recul, je me suis dit, bah, tiens, c'est marrant, pendant 3 ans, ça a été des bonnes années, mais c'était des années où j'ai toussé tout le temps. Et donc je me demandais si vous aviez une action spécifique vers les jeunes. Merci pour ce complément. Peut-être une réaction à l'intervention précédente ou quelques réactions. Ouais, bah, je vais répondre aux 2 interventions en même temps. Sur la question, bon alors, je ne vais pas rentrer dans le débat du nucléaire parce que je représente une collectivité territoriale. J'ai mon avis personnel sur la question, mais je ne suis pas là pour ça ce soir. Par contre, sur la question de la consommation énergétique, ce qu'il faut avoir bien en tête, c'est que quel que soit le mode de chauffage qu'on utilisera dans 30 ans, l'idée est qu'on ait quand même divisé les consommations de tous les chauffages par 4, 5, voire plus. Donc, je comprends complètement la question de avec quoi on va utiliser, quelle énergie on va utiliser pour se chauffer, mais en fait la vraie problématique, avant même entre guillemets de se poser cette question-là, c'est comment est-ce qu'on fait pour tout faire baisser et tout diviser par 5. Et on se rend compte d'ailleurs, alors là c'est purement technique, mais c'est difficile de faire des chaudières qui vont chauffer des appartements où on va consommer 400-500 watts maximum, parce qu'en fait le produit n'existe même pas, et c'est même presque plus intéressant d'utiliser du gaz ou du bois ou quoi que ce soit dans ces cas-là, et c'est ce qui fait que dans les maisons très économes, et j'insiste sur le nombre de traits parce qu'on est quasiment à des consommations de chauffage zéro, on remet de l'électrique parce qu'en fait il n'y a que ça qui est suffisamment peu puissant pour être utilisé sans nécessité de mettre un système de chauffage. Après, utiliser du chauffage électrique actuellement pour chauffer une passoire énergétique, ça c'est clair que c'est une gabegie et ça coûte 2 fois plus cher que ce que ça devrait coûter, et ça il n'y a pas de débat là-dessus.
Sur la question des publics, nous, on a, dans le cadre de notre SLIM, on a eu l'occasion de faire un peu une évaluation et notamment de regarder un peu les différents types de publics qu'on a rencontrés. C'est bien, ça me permet de sortir mes petits graphiques. Et on s'est rendu compte notamment dans des trucs assez intéressants. Par exemple, on avait dans les ménages qu'on a rencontrés 2 tiers de familles et dont la moitié étaient des familles monoparentales. Alors je le précise du coup, évidemment, majoritairement des familles, genre, évidemment c'est pas évident, mais en fait c'était le cas là, des familles monoparentales dont le parent qu'on rencontre est une femme. Et donc avec toutes les problématiques en plus salariales que ça implique de ressources plus faibles. On avait un ménage sur 6 qui avait plus de 60 ans. On avait un ménage sur 6 qui déclarait avoir des problèmes de santé liés à l'énergie. C'est du déclaratif, mais en tout cas, qui disait bah oui, je suis tombé malade un hiver, c'est forcément parce que je me suis pas bien chauffé. Voilà, ce genre de choses. On n'a pas forcément eu des choses spécifiques sur les jeunes, parce que c'est un public qu'on n'a pas beaucoup rencontré. Ce qui est compliqué avec le SLIM, c'est que c'est très axé sur le logement privé, donc du coup on passe un petit peu à côté de tout ce qui est lié aux résidences étudiantes, aux foyers de jeunes travailleurs, aux choses comme ça. Après, pour le coup, je pense qu'à Paris, la problématique du logement privé dans lequel il y a des étudiants ou des jeunes est beaucoup plus prégnante que ce qu'on peut avoir nous dans le Val-de-Marne. Merci. Peut-être une autre réaction, et ce sera sans doute la dernière avant que je passe la parole à Léa Filoche pour une conclusion. Ouais, c'était juste pour compléter sur les jeunes. Il y a eu le sondage du médiateur de l'énergie qui a montré que 76% des jeunes, des étudiants, ont baissé leur chauffage l'année dernière par peur de la facture. Donc les étudiants sont très touchés par la précarité énergétique. Il y a d'ailleurs un webinaire qui se passe juste en bas là, la précarité étudiante, que porte la chaire Europe étudiante. Il y a plein d'événements qui vont se passer en France là pour sensibiliser les jeunes justement à la précarité énergétique des étudiants. En fait, on se rend compte que la majorité des étudiants sont en précarité énergétique parce que petites ressources, souvent des logements qui sont voilà, des petits studios, des chambres de bonne, surtout à Paris, souvent très mal isolés. Et donc c'est vraiment prégnant. Et par exemple, ils sont pas bénéficiaires du chèque énergie. Donc en plus, ils sont pas aidés financièrement pour payer leurs factures. Donc c'est vraiment un public très exposé à la précarité énergétique. Et souvent pas repéré en plus, parce que eux en plus, ils sont dans une période de leur vie où pour eux c'est normal en fait, quasiment de se retrouver dans une situation comme ça. C'est vrai qu'on se rend tous compte que moi aussi je me rends compte que j'étais précaire énergétique quand j'étais étudiante. Et en fait, ça concerne, je pense, que la grande majorité des étudiants. Effectivement, je vous remercie. Alors, un complément par Karine Bidard, et effectivement, ensuite, je passerai la parole à Madame Filoche pour une conclusion. Oui, je voulais juste ajouter, on parlait de la réflexion sur les systèmes de chauffage. Il faut quand même rappeler qu'on a le premier réseau de chaleur urbain en Europe, ici à Paris. Et donc, c'est vraiment un système, il y a un enjeu de coût de raccordement et de coût de consommation. Mais c'est quand même un système qui est beaucoup plus écologique que le système qu'on a évoqué auparavant. C'est bon, voilà. Merci beaucoup. Alors, je suis pas sûre qu'on puisse vraiment conclure ce débat, donc je vais pas me lancer dans une conclusion réellement. Je vais plutôt essayer de recontextualiser plusieurs choses et puis de mettre en perspective, peut-être au moins sur Paris. D'abord parce qu'on vient de parler de la jeunesse, mais effectivement la crise sanitaire qu'on vient de traverser, qui n'est pas d'ailleurs pas complètement terminée, si j'ai bien compris, a eu des effets sociaux sur tout un tas de publics. Alors ça a eu des effets sociaux sur les publics qui étaient déjà en précarité, qui étaient déjà fragiles et qui ont vu s'éloigner très loin la possibilité de sortie de leur précarité. Et puis, cette crise sanitaire et ses effets sociaux ont aussi fait basculer des nouveaux publics dans une précarité plus ou moins forte, parce qu'effectivement, il y a plus ou moins de matelas pour venir essayer d'accompagner, de réceptionner ces nouveaux publics. Je prends quelques exemples, des chiffres assez parlants sur Paris. Entre janvier 2020 et décembre 2020, nous avons connu une augmentation de 15% des allocataires du RSA, donc ça exclut les jeunes.
puisque c'est qu'à partir de 25 ans. 15%, ça signifie 10 000 nouveaux allocataires à Paris. On est passé de 60 à 70 000. Je vous assure que les services sociaux de la ville de Paris, malgré tout leur dévouement et la meilleure volonté possible, absorber 10 000 nouveaux allocataires en quelques mois, c'est pas possible, en fait, ça n'existe pas. Et ensuite, on a connu une petite baisse au premier semestre 2021, donc on a reperdu, sur les 10 000, on a reperdu 4 000 allocataires. Enfin, 4 000 allocataires sont sortis du dispositif du RSA. Et puis une hausse très importante en juillet et août, qu'on n'explique pas à ce stade, et qui nous inquiète beaucoup, parce qu'on espérait pouvoir retrouver une courbe un peu plus calme, ce qui n'est pas le cas. Et qui est une courbe assez particulière par rapport au reste de la France, puisque, nous avons connu la plus forte augmentation de tout le territoire. La moyenne nationale était à 8%. Donc quand on est à 15, c'est quand même beaucoup. Et 2, tout le monde a rebaissé assez vite dans le courant de l'année 2020, ce qui n'a pas été notre cas. Et on a connu une nouvelle augmentation cet été que les autres départements ne constatent pas. Et quand on regarde les profils des publics, puisqu'on on est allé gratter quand même, on a mis en place en fait un observatoire des effets sociaux de la crise sanitaire avec tous les partenaires de l'État qui voulaient bien y participer, tous les partenaires associatifs. On a essayé de mettre tout le monde autour de la table pour partager des données et pour voir ce qui se passait. C'est là qu'on constate qu'effectivement, c'est les nouveaux publics qui sont venus malheureusement renforcer les allocataires du RSA. Donc nous on a des allocataires RSA à Paris qui sont plutôt vieillissants habituellement. On est plutôt sur une moyenne d'âge de 45 à 60 ans, c'est-à-dire on est plutôt sur une deuxième partie de la vie professionnelle, d'ailleurs plutôt des gens cassés par la vie professionnelle. Là, la moyenne d'âge des nouveaux allocataires RSA était de 30 ans. Donc on voit bien la différence. L'autre chose importante à noter, c'était que ce sont des personnes isolées, donc il n'y a pas de famille. Donc c'est des personnes seules, 50% hommes, 50% femmes, ça il n'y a pas trop de distinction. Et alors autant évidemment en volume, l'Est parisien continue à être très concerné par le nombre d'allocataires RSA, mais en pourcentage, c'est l'Ouest parisien qui est venu renforcer les allocataires, le nombre d'allocataires RSA, ce qui signifie qu'effectivement ce sont de nouveaux publics, pas du tout habitués aux questions des services sociaux, pas du tout habitués à être, on parlait tout à l'heure de dignité et que ça peut être une étape difficile d'aller s'adresser aux services sociaux, des publics qui n'y sont pas du tout habitués. Je peux vous dire que c'est pas simple et effectivement il faut aller les chercher un par un. Et la question à laquelle j'arrive pour revenir à la précarité énergétique et notre sujet, c'est qu'effectivement la question de l'accompagnement de ces publics par l'entrée précarité énergétique est plutôt intéressante parce qu'elle permet de venir aborder des sujets qui peuvent paraître moins stigmatisants, parce que malgré tout, oui, le fait d'avoir un toit au-dessus de sa tête est déjà une chose importante pour toute une partie des publics, et que l'idée c'est de le conserver. C'est la priorité, plus que tout, c'est de conserver son toit, et que donc du coup on peut rentrer par la porte des factures d'énergie. Parce qu'effectivement ces publics-là se saignent, et je vous le cache pas, ils se saignent comme ils ont mangé toutes leurs économies, ils ont grillé toutes les cordes des solidarités familiales qu'ils pouvaient pour se maintenir dans le logement. Et on vient soulager un tout petit peu ça avec une proposition de paiement d'une facture, et je vous assure que ça fonctionne pas mal. Après on déroule d'autres modalités d'accompagnement, mais c'est une bonne porte d'entrée. Je voulais juste dire pour conclure que la question de l'énergie et de l'accès à l'énergie relève pour ce qui nous concerne à Paris d'un droit fondamental. Il y a quelques droits fondamentaux. Alors, il y a celui d'avoir un droit, un toit évidemment, celui de pouvoir se chauffer, de pouvoir avoir accès à l'eau, aux fluides en général, celui de pouvoir communiquer relève pour nous des droits fondamentaux. Donc les choix qui sont faits politiquement par la ville de Paris sont aussi basés sur le fait que ce soit quelque chose d'incontournable, en fait. Ça n'est pas évitable. Et puis, je voulais conclure sur la journée qu'on vient d'avoir, parce qu'effectivement, l'idée, c'est de faire savoir. Donc, de faire savoir que la précarité énergétique, ça existe, y compris à Paris. Et oui, à Paris, il y a des pauvres, il y a des précaires.
il y a de la misère, et c'est une réalité, mais il y a aussi beaucoup de solidarité. Alors beaucoup de solidarité de voisinage, beaucoup de solidarité de proximité, beaucoup de solidarité organisée, structurée, citoyenne. L'APC, l'Agence parisienne du climat, fait partie des réseaux solidaires qui permettent de faire savoir ce qu'il existe, de coordonner, de mutualiser, de construire, de co-construire, parce que c'est ça aussi qui fait la force de ce type de journée-là, c'est de pouvoir faire émerger des envies de faire des projets ensemble. Et le SLIM est un moyen aussi de répondre à tout ça, c'est-à-dire de pouvoir co-construire des choses, puisqu'on est dans du cofinancement, de pouvoir diagnostiquer, de pouvoir former, parce qu'on a aussi des agents à former, hein, quelques milliers de fonctionnaires à Paris, pour lesquels, notamment chez nos travailleurs sociaux, la question de la précarité énergétique, c'est très vague. Donc on a une vraie plus-value à apporter sur le fait de pouvoir détecter à tous les niveaux. Vous parliez de la PMI tout à l'heure, moi je peux parler des services sociaux de la ville, je peux parler des espaces parisiens pour l'insertion qui accueillent les allocataires RSA, ou je peux parler même des services sociaux scolaires, parce qu'il y a plein de choses qui peuvent passer par les enfants aussi. L'idée c'est de pouvoir former, et puis on a un fort travail de simplifier et d'améliorer l'accès aux droits en général. Parce que on parlait tout à l'heure du chèque énergie. Moi, dans mon monde idéal, le chèque énergie, en fait, il est automatique, quoi. C'est-à-dire qu'il n'y a rien à faire, rien à demander, rien à déposer. On sait que vous touchez tant, on sait que votre facture, elle est de temps. Pof, j'appuie sur un bouton et la personne, le ménage ne s'est occupé de rien. Et d'ailleurs, c'est mon rêve pour tout un tas d'autres aides, hein, soyons honnêtes. Mais la question énergétique en est un très bon exemple. Je sais que quelques collectivités y ont travaillé. L'agglomération de Grenoble en particulier a travaillé avec la CAF à une automatisation des aides à l'énergie. Il faut vraiment qu'on aille vers ça de façon à enlever le poids de la stigmatisation parfois, mais surtout enlever le poids de l'incompréhension des dispositifs. On travaille beaucoup à essayer d'améliorer la lisibilité de nos aides, et la question de l'automatisation revient très régulièrement pour simplifier les démarches, y compris que tout le monde gagne du temps en fait. Donc on a tous à y gagner à essayer de travailler à l'automatisation. Et puis donc pour vous dire, la ville a évidemment c'est porté volontaire pour essayer de porter un SLIM. Je ne sais pas si on dit ça comme ça, mais enfin, on souhaite en tout cas faire partie d'un dispositif co-porté qui permette de répondre à tous ces enjeux, avec la création d'un service public auquel moi je tiens beaucoup aussi, individualisé auprès des ménages qu'on aura repéré en amont, par l'intermédiaire évidemment des partenaires associatifs, par l'intermédiaire des services sociaux, par les bailleurs, par les fournisseurs d'énergie. La ville sera maître d'ouvrage de ce dispositif et en assurera la supervision et le financement, et évidemment le pilotage opérationnel sera assuré par l'Agence parisienne du climat. En tout cas, c'est vers ça qu'on essaye de tendre. Il y a des questions, et je l'en parlais tout à l'heure, évidemment budgétaires, il y a des questions de temporalité, il y a des questions de cofinancement qui se posent, mais c'est ça l'objectif. On aura l'occasion la semaine prochaine au prochain Conseil de Paris de pouvoir aborder ce sujet, puisque normalement, évidemment, je ne dis rien sur le vote, mais normalement ça devrait être voté au prochain Conseil de Paris. Voilà. Merci Madame Filoche. Avant que l'on ne se quitte, du coup, l'occasion juste de rappeler que nous sommes très heureux d'avoir pu bénéficier de vos interventions à toutes et à tous. Merci pour ça. Merci à l'Académie du Climat d'avoir pu nous accueillir. C'est un lieu qui a ouvert très récemment, je le mentionne au passage, il y a ici une feuille que vous pouvez remplir pour indiquer vos coordonnées si vous souhaitez bénéficier de leur newsletter, être au courant des nombreux événements déjà et des actions qui s'organisent dans ce lieu déjà plein de vie. Et enfin, quelques remerciements aussi à l'équipe qui a pu contribuer à l'organisation de cet événement. Donc Mathias notamment qui est présent ici, à Steve pour la régie, merci à toutes et à tous et également au public qui nous a suivis en ligne. Bonne soirée.